Bien, alors donc aujourd'hui c'est la dernière séance de ce séminaire. Séance qui clôt un parcours qui a duré 2 ans, durant lequel on s'est forcé d'explorer les postulats et les concepts des sociologies que j'ai appelées sociologie des épreuves. Nous avons essayé également d'examiner les apports de ce type de sociologie dans des domaines particuliers, le monde du travail, la religion, l'éducation, la science. Et aussi nous avons essayé, surtout l'an passé, de dresser un bilan critique et de repérer ce qui pouvait poser problème dans ce type de sociologie. Alors aujourd'hui, donc, pour cette dernière séance, on a le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir l'un des auteurs dont le nom a été le plus souvent évoqué ici depuis 2 ans, donc Bruno Latour. Comme on l'a fait précédemment avec Luc Boltanski, Laurent Thévenot puis Michel Calon, on va revenir sur un texte ancien, publié au début du programme de ce que j'ai appelé ici les sociologies des épreuves, et qui a fortement marqué le développement de ce programme. Donc c'est le texte qui s'intitule « Irréduction », qui fut publié en appendice de l'ouvrage intitulé initialement « Les microbes », donc en 1984, l'ensemble ayant été réédité en édition de poche à la découverte en 2001. C'est un texte, à mon avis, tout à fait central, évidemment, pour comprendre la notion d'épreuve, notamment dans l'acception qu'on lui donne dans les travaux du CSI. Alors, comme à mon habitude, avant de céder la parole à Bruno, je vais faire quelques mots d'introduction, en essayant notamment de présenter le texte à la lumière des séances que nous avons eues lors de notre premier cycle de séances, donc, qui était consacré à décrire les postulats des sociologies des épreuves. En guise de préambule, je voudrais rappeler ce que dit la proposition 2.1.5 de Irréduction. Je cite « Il n'y a pas de commentaire fidèle, ou bien l'on répète et ce n'est pas un commentaire, ou bien l'on commente et l'on dit autrement, c'est-à-dire qu'on traduit et trahit. » Donc ce que je vais m'efforcer de faire ici, c'est un commentaire, c'est-à-dire une traduction, donc une trahison. Je renvoie également à la proposition 2.2.5 qui dit « On peut être compris, c'est-à-dire entouré, détourné, trahi, déplacé, transporté, mais jamais bien compris. Ce serait ne pas l'être du tout. Si le message se transmet, il se transforme. » Donc il va s'agir ici de transformer Irréduction en l'associant à d'autres énoncés qu'il ne contient pas, si ce n'est, dirait peut-être l'auteur, en puissance. Un des premiers partis pris des sociologies de l'épreuve sur lequel j'ai souvent insisté, c'est ce que j'avais appelé l'empirico-conceptualisme, c'est-à-dire le fait d'allier systématiquement un travail de recherche empirique et un effort de conceptualisation. Donc le texte dont nous allons parler est de facture, disons, théorico-conceptuelle, mais cependant, je voudrais souligner qu'il ne relève pas d'une démarche de pure spéculation, puisqu'il s'appuie sur de nombreux travaux d'enquête empirique antérieure, notamment l'ouvrage sur la vie de laboratoire et également l'ouvrage sur Pasteur, qui constitue la première partie de l'ouvrage. Et il me semble qu'on comprend d'autant mieux Irréduction qu'on l'aborde après avoir lu les microbes, et vice-versa. Donc Irréduction est définie par son auteur comme un tractatus scientifico-politicus. Donc, autrement dit, un ouvrage de philosophie d'un style qui rappelle explicitement les grandes philosophies de l'âge classique, Leibniz, d'ailleurs qui en prend pour son grade au passage, Spinoza, auquel est emprunté le système d'une écriture par proposition et scoli, et peut-être surtout Pascal et Hobbes. Donc l'intérêt de revenir sur ce texte dans le cadre de notre séminaire, c'est qu'étant un texte philosophique, il nous offre des expressions particulièrement claires et synthétiques de certains des postulats que j'avais essayé laborieusement de décrire. Parmi ces postulats, il en est un capital que j'avais appelé l'anti-essentialisme. Ce postulat est, pourrait-on dire, l'argument central de Irréduction. Tout le texte est en effet orienté vers la dénonciation de ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la puissance, c'est-à-dire la dénonciation de la croyance qui tend à être spontanément la nôtre, que le monde dans lequel nous vivons est composé d'êtres naturellement dotés d'une identité et d'une puissance propre.
Cette croyance dans la puissance substantielle des êtres est fausse, affirme le texte, car le monde dans lequel nous vivons n'est fait en réalité que d'opérations, à savoir des associations et des épreuves de force, et rien d'autre. Donc ce qui est visé, c'est tout à la fois l'illusion de l'essentialisme, l'illusion de l'homogénéité des forces, ou encore l'illusion de la domination absolue. Toutes ces croyances sont fausses et illusoires. Aucune entité n'a d'essence en soi et de soi. Aucune entité n'a en soi et de soi d'homogénéité ou d'équivalence avec une autre. Aucune entité n'en domine une autre de façon absolue. Ces croyances nous masquent la réalité du monde, laquelle se résume, je le répète, à deux mots, épreuve et association. Je voudrais insister sur ce point. L'auteur ne se contente pas de mettre à jour les processus, c'est-à-dire les épreuves et les associations par lesquelles la croyance en la puissance substantielle de telle ou telle entité s'impose à nous comme une évidence. Il fait plus, il dénonce comme illusoire et trompeuse cette croyance que nous avons spontanément en la puissance substantielle des êtres et en l'essentialisme, et il nous demande de cesser d'y croire, si du moins nous voulons faire la sociologie du monde, c'est-à-dire la science des associations et des épreuves qui font le monde. Donc, je crois qu'il faut souligner le fait qu'on est en présence d'un texte radicalement critique, d'un véritable texte de combat, qui, pour ma part, me semble sans doute l'un des plus violemment et radicalement critiques qui s'est écrit dans la sociologie et la philosophie depuis longtemps. En tout cas, il est beaucoup plus radicalement critique, par exemple, que ce qu'il est convenu d'appeler la sociologie critique ou la théorie critique. A fortiori, il est plus critique que ce que les chercheurs du GSPM, à la suite de Luc Boltanski, appellent la sociologie de la critique. Mais je reviendrai sur ce point. Donc, je donne un aperçu de la façon dont ce postulat d'anti-essentialisme est décliné dans l'ouvrage. D'abord, à travers l'idée chère au pragmatisme qu'il nous faut observer non pas des choses, mais toujours des choses en train de se faire. C'est ce qu'affirme par exemple le Scoli de la proposition 1.3.7. Il n'y a pas des différences et des identités, mais des actes de différenciation et d'identification. Le même et l'autre ne sont que des conséquences des épreuves de force. Jamais ces termes, le même et l'autre, ne permettent de décrire les épreuves. Donc dans l'analyse, seul compte la prise en compte des opérations et des épreuves. Comme l'affirme la proposition 1.1.2, il n'y a que des épreuves, de force ou de faiblesse. Tel est le point de départ, un verbe éprouvé. Tout substantif doit être compris comme le résultat d'une épreuve. La réalité du monde est faite de verbes actifs et d'événements, et les substantifs ne sont que des résultats. Autre expression de cet anti-essentialisme, l'idée que le monde est fait uniquement de relations, ou plus exactement d'associations, et que par conséquent la force ou la faiblesse des êtres ne vient pas d'eux-mêmes, mais de leur association ou de leur manque d'association à d'autres. Donc, d'où la proposition 1.2.7.2, le principe de réalité, c'est les autres. On peut peut-être appeler relationniste cette approche. C'est tel que traduit le principe de relativité exposé à la proposition 1.2.1. Aucune chose n'est par elle-même égale ou différente d'aucune autre. Autrement dit, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a que des traductions. Autrement dit, tout n'arrive qu'une fois et en un seul lieu. Donc c'est dire que s'il y a malgré tout des équivalences et des identités stables, c'est qu'on les a construites à grands frais. Telle est la limite des notions de système ou d'économie. Pour qu'il y ait du système ou de l'économie, encore faut-il qu'il y ait auparavant la mise en place longue et coûteuse d'instruments d'équivalence. C'est aussi pourquoi l'harmonie entre les êtres n'est jamais une harmonie préétablie, elle est toujours post-établie, car elle exige pour se réaliser des instruments de mise en équivalence. D'accord. Simplement, il y avait une erreur Ok. sur la version salle. Nous sommes dans salle 2 de DVSD. D'accord. Donc si on peut parler d'équivalence entre les êtres, c'est seulement à condition d'avoir en tête qu'il ne s'agit jamais d'équivalence naturelle, mais seulement du résultat précaire d'un long et coûteux travail collectif de mise en équivalence.
C'est en reconnaissant ce point que l'auteur se donne les moyens de se démarquer du relativisme, comme le souligne le Scoli de la proposition 1.3.6. En répétant que tout se vaut, les relativistes manquent le travail de l'équivalence et de la symétrie. Donc il manque le fait qu'il existe de la traduction, de l'association et de la production d'équivalence. Enfin, une dernière expression de l'anti-essentialisme qui parcourt le livre, à mon sens, c'est celle qui touche à la nature du pouvoir et de la domination. Le slogan, il n'est pas dans le livre, mais il me semble que le slogan pourrait être celui-ci: « Méfiez-vous de l'eau qui dort ». La domination se traduit en effet dans le fait de déclarer certains passifs et de faire avec eux une alliance qu'ils ne définissent pas eux-mêmes. Dans la mesure où cela marche, le dominant ou l'observateur sociologue peuvent être portés à penser que les forces qui sont alignées et obéissent sont effectivement passives. Comme le dit la proposition 1.3.4, pour qu'on la dise passive, il suffit qu'une force ne réplique pas. Mais évidemment, cette passivité est un leurre. Les forces sont par définition actives, et c'est précisément cette activité qui fait que la relation de domination est actuellement un succès. Bref, il y a deux illusions liées à l'essentialisation du pouvoir. En premier lieu, tend à exister chez le dominant et aussi très souvent chez le sociologue l'illusion que les forces soumises, faute d'être contrariantes ou rebelles, sont des forces passives. En second lieu, tend à exister chez le dominé l'illusion que le pouvoir du dominant émane du dominant lui-même, alors que ce pouvoir émane seulement du fait que des forces lui sont alignées et lui obéissent. Et c'est là qu'il me semble on peut penser à certains textes célèbres de Pascal. L'illusion de la puissance est donc la double illusion d'un dominé passif et d'un dominant qui serait la source de son propre pouvoir. La proposition 1.5.1 rappelle qu'une force ne peut se faire donner les forces qu'elle aligne ou convainc. Elle ne peut par définition que se faire prêter leur concours. Autrement dit, je cite toujours, « Nul ne possède jamais le pouvoir, ou bien il l'a en puissance et il n'a rien, ou bien il l'exerce en acte et ce sont ses alliés qui passent à l'action. » Autrement dit encore, la puissance est toujours une impression puisqu'il n'y a que des faibles. Alors, les implications politiques de cette conception me paraissent évidentes. La force des puissants vient seulement de la force que nous voulons bien leur prêter, et cela quel que soit le régime politique ou épistémique dont nous parlons. Quant aux implications analytiques, eh bien, c'est d'abord que le sociologue ne doit pas confondre l'alignement dans un réseau avec de la passivité, et qu'il ne doit pas confondre non plus la puissance du porte-parole avec un pouvoir naturel. Alors on voit au passage comment cette conception démystifiante du pouvoir conduit à honorer ce que j'ai appelé le postulat de compétence, entendant par là le fait de reconnaître aux acteurs des compétences et des incompétences multiples. Ce postulat est mis en œuvre à travers le fait que tous les actants, sans aucune exception, se voient reconnaître ici une compétence minimale à s'associer et à se dissocier. Nul actant n'est assez faible pour ne pas être capable de s'associer à un autre. En outre, ces actants sont également capables d'incompétence, puisque, par exemple, il est dit que certains savent ou ne savent pas s'allier ou s'isoler à temps. Mais il est à noter que ces compétences et ces incompétences, comme le reste, sont indissociables des épreuves qui les révèlent, ce qui signifie que compétences et incompétences ne sont pas associées une fois pour toutes aux actants. J'en viens à un autre postulat, celui que j'ai appelé d'indétermination, puisque la philosophie ici déployée repose sur l'idée que nul d'entre nous ne sait jamais par avance quel est l'état des forces, ni même ce qu'est une force. C'est pourquoi, je cite, « Nous touchons, effritons, c'est pourquoi nous tâtonnons, caressons et plions, sans jamais savoir par avance quand ça va céder, se renforcer, s'affaiblir ou se déplier. » Et donc l'auteur ajoute « L'ignorance sur l'état des forces est la seule chose en commun que nous ayons. » C'est la pleine reconnaissance de ce postulat d'indétermination qui confère bien sûr sa centralité au concept d'épreuve. Tant que nous n'éprouvons pas les choses, elles restent pour nous irréelles. D'où cette formule « est irréel ce qu'on n'éprouve pas ». Et cette autre formule « toute la connaissance est dans l'épreuve et rien en dehors ». Nous sommes proches ici, me semble, du pragmatisme d'un William James et de l'idée d'une part que l'indétermination du monde est sa caractéristique fondamentale et que d'autre part, cette indétermination se résout régulièrement dans l'épreuve
corporelle, bien que ce soit un pléonasme, dans l'épreuve corporelle que nous faisons de ce monde. Bon, je vais essayer d'être plus rapide, simplement pour indiquer au passage que cette indétermination s'exprimait également dans le choix du vocabulaire, puisque les mots que nous pouvons utiliser pour désigner ce que l'auteur appelle des forces sont en quelque sorte indifférents. On peut aussi bien parler d'actant, d'entéléchie, de force, mais aussi de faiblesse, puisque les épreuves de force sont aussi des épreuves qui révèlent des faiblesses. Bref, il est inutile de chercher des essences ou des substances derrière ces mots. Cet empirisme radical, je reprends là une formule du pragmatisme, nous conduit aussi à un autre postulat, celui que j'ai appelé de réalisme. J'entendais par là le fait que la matérialité du monde est toujours susceptible de résister à la définition que nous entendons donner de ce monde. La matérialité, en d'autres termes, peut contrarier ou démentir ce que nous disons qu'elle est et ce que nous disons qu'elle peut faire. Donc dans le texte ici, cette idée est amenée une fois encore à travers la notion d'épreuve. Je cite « est réel ce qui résiste dans l'épreuve. Le réel n'est pas une chose, mais des gradients de résistance. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence tranchée entre ce qui est réel et ce qui est irréel, ou entre ce qui est réel et ce qui est possible, mais seulement, je cite toujours, toutes les différences qu'on pourra éprouver entre ceux qui résistent longtemps ou non, courageusement ou non, etc. Bon, je vais essayer d'être plus rapide, donc je vais sauter le passage que je voulais développer. J'en viens à un autre postulat qui est celui que j'ai appelé de pragmatisme, que résume le fameux slogan « Suivre les acteurs », qui se traduit notamment par le fait de ne pas opposer aux individus impliqués dans l'action que l'on décrit une définition de la situation qui leur soit extérieure. C'est pourquoi on évitera par exemple de dire, je cite, que l'espace et le temps encadrent les entéléchies. Espace et temps sont seulement des cadres de description relatifs à la façon dont s'organise ici et maintenant une épreuve. En d'autres termes, il s'agit de saisir comment un espace et un temps internes à l'épreuve sont produits par celle-ci. De façon générale, c'est la proposition 1 de 7.1, il nous faut oublier la notion de référent externe. Je cite, « Les référents sont toujours internes aux forces qui les utilisent comme pierre de touche. » Donc il faut cesser d'utiliser des notions comme contexte, cadre de l'action, si du moins on les conçoit comme des données qui seraient extérieures aux épreuves que l'on décrit. Le contexte ou le cadre de l'action sont seulement des dimensions que produit l'épreuve elle-même. Donc la tâche n'est pas d'opposer à ce que disent ou font les acteurs quelque chose de plus profond ou de plus originel que ce qu'ils disent ou que ce qu'ils font. La tâche est plutôt de les suivre jusqu'au bout de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Je cite, « Toute recherche des fondements et des origines est superficielle, puisqu'on veut distinguer entre les entéléchies celles qui contiendraient les autres en puissance, ce qui est impossible. Si l'on souhaite encore être profond, il faut suivre les forces dans leur conspiration et leur traduction, aussi loin qu'elles aillent. » Ce postulat donc de pragmatisme m'amène à évoquer encore un autre, celui que j'appelle de symétrie, en l'occurrence, celui qu'on appelle de symétrie d'ailleurs, en l'occurrence même de symétrie généralisée. On en voit la manifestation à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque l'auteur conteste que le monde moderne soit à considérer comme plus désenchanté que les sociétés primitives, ou comme comportant moins de magie qu'elles, ou lorsqu'il nous met en garde contre le fait de qualifier d'illogique, je cite, « le raisonnement de ceux qui croient à d'autres puissances de la déduction que nous ». Il s'agit au contraire de suivre les acteurs, tous les acteurs, sur les chemins de leur raisonnement. Et ici, la symétrie se noue directement au postulat d'anti-essentialisme, puisqu'il s'agit de reconnaître que les arguments ne sont pas illogiques en soi, ils ne deviennent logiques ou illogiques, rationnels ou absurdes qu'au terme de certaines épreuves de cohérence qu'on leur fait subir. Enfin, un dernier postulat intimement lié au précédent, celui que j'ai appelé de pluralisme, consistant à reconnaître l'hétérogénéité de l'action, ou dans le cas présent, l'hétérogénéité des forces, qui en s'associant et en se dissociant composent le monde. Ce postulat de pluralisme, comme le montre le texte, pourrait tout aussi bien être appelé postulat d'anti-réductionnisme. C'est le sens de la proposition qui ouvre le texte, donc la proposition 1.1.1. Aucune chose n'est par elle-même réductible ou irréductible à aucune autre.
Ce principe d'irréductibilité se présente d'abord comme un pari méthodologique, voire même existentiel, une façon de se rapporter au réel. Que se passe-t-il en effet, se demande l'auteur, quand nous ne réduisons plus aucune chose à aucune autre? Qu'est-ce qui nous apparaît alors, que nous ne voyons pas d'ordinaire? Ce qui nous apparaît, c'est la pluralité infinie et indéterminée des forces qui composent le monde, et ce sont surtout les processus de leur association et de leur dissociation. Une certaine quiétude, même peut-être une certaine joie au sens spinoziste, naît de la reconnaissance de cette hétérogénéité, car tant que nous étions réductionnistes, nous nous heurtions sans cesse au fait que notre réduction de la pluralité du monde échouait, que, je cite, ça ne rentrait jamais, que presque tout restait dehors. Car ce que produit le réductionnisme, c'est en effet toujours un reste, un résidu, et donc une insatisfaction perpétuelle. Ce que produit le pluralisme, c'est un aperçu de la façon dont les forces se heurtent et s'articulent infiniment, et c'est donc une contemplation apaisée et joyeuse de l'infini. Alors, les différents postulats que je viens d'évoquer sont tous communs, quoiqu'à des degrés extrêmement divers, aux sociologies développées au CSI et à celles du GSPN. C'est pourquoi je voudrais m'attarder, pour finir, sur les postulats qui fâchent, c'est-à-dire ceux qui occasionnent plutôt des points de divergence et d'opposition entre ces deux types de sociologie. C'est un travail auquel nous avons déjà commencé à nous livrer la semaine dernière avec Michel Calon. Le principal et le plus évident de ces postulats qui font divergence, comme cela a été apparu déjà la semaine dernière, c'est ce postulat que j'ai appelé de sens de la justice. J'entendais par là le fait de prendre au sérieux les prétentions à la justice manifestées par les acteurs et de ne pas les rabattre immédiatement sur de l'intérêt ou de la stratégie, ce qui est le propre d'une attitude réductionniste. En ce sens, il n'est pas certain qu'un texte comme Irréduction ne prenne pas au sérieux les prétentions à la justice. Seulement, il est clair qu'il ne les prend pas au sérieux de la même façon qu'un texte comme de la justification. Le point clé est en effet que dans Irréduction, la force et le droit ne sont ni séparables ni opposables. Il y a même plus, l'opposition des deux y est dénoncée comme un crime. Je cite la proposition 478, « Opposer le droit au fait est criminel, puisque c'est abandonner le terrain aux méchants en feignant de le défendre avec la puissance du droit qu'on sait fort bien être sans force, sauf en principe. En d'autres termes, le droit, s'il est seul, reste sans force, car ce qui fait la force du droit n'émane pas du droit lui-même, mais de la force qui soutient le droit. D'où dans le texte de nombreuses expressions du fait que ce qui est juste ou que ce qui est vrai ne peut jamais être distingué de ce qui est fort. Je cite, « Nul ne peut distinguer les moments où il est fort de ceux où il a raison. Une raison n'est jamais la meilleure, mais toujours la plus forte. » Ou encore, « La raison et la force sont coextensives. » Ce qui est vrai de la justice l'est d'ailleurs aussi de la logique. La logique n'a pas de force intrinsèque. Elle n'a que la force que lui confèrent certaines associations. Donc l'auteur dit « Je veux bien parler de logique, mais à condition d'en faire un département des travaux publics ou de la voirie. » Autrement dit, une phrase ne tient pas parce qu'elle est vraie, c'est parce qu'elle tient qu'on la dit vraie. Cela signifie en particulier que le langage, je cite, n'a rien de particulier qui permettrait de le distinguer longtemps du reste. Cela signifie également que l'universel est toujours local, lié à des forces locales, et n'est donc pas à proprement parler un universel. Comme le dit la proposition 1.4.3, on ne sort jamais de soi, aussi loin que l'on s'étende, on ne sort pas de son réseau, et on ne connaît pas le monde en dehors des preuves qui sont toujours locales. Donc je cite encore, l'universel est aussi localisé que le reste, il n'y a d'universel qu'en puissance. Bref, proposition 2.6.5, il n'y a rien à chercher en dehors des forces. De sorte que la justice et la logique ne sont pas des points d'extériorité que l'on puisse opposer au rapport de force. Cela signifie également que, je cite encore, tout se négocie, la justice et la logique y compris. Le Scoli de la proposition 1.3.3 précisant que ceux qui trouvent le terme de négociation trop péjoratif ne comprennent pas qu'on ne peut jamais faire mieux, puisqu'il n'y a pas d'équivalent, et qu'aucune chose n'est de soi réductible ou irréductible à aucune autre. Donc, prendre au sérieux les prétentions à la justice des acteurs semble vouloir dire, pour l'auteur d'Irréduction,
qu'il faut prendre au sérieux les associations de forces qui rendent possible à ces acteurs de se référer localement à un universel, de concevoir le droit comme étant quelque chose de séparé de la force, ou encore d'en appeler à des principes supérieurs communs qui ne leur apparaissent pas négociables. Donc prendre au sérieux la prétention à la justice, ce serait montrer comment la dissociation de la force et du droit est une illusion qui peut être soutenue par des forces locales. Alors, il me semble que c'est sur ce point qu'on peut dire que l'approche de l'auteur a choisi d'être critique, car elle traite systématiquement le sentiment d'universel des acteurs comme une illusion, alors même qu'elle pourrait tout aussi bien, au vu de l'analyse qu'elle en fait, le décrire comme une illusion qui est en certains cas bien fondée. Dénoncer la croyance en l'universel est un choix critique. Un autre choix aurait pu consister à montrer que cette croyance en l'universel, étant appuyée par certaines associations et certaines épreuves, peut être réputée en quelque façon fondée. Et ici peut-être s'arrête d'une certaine manière le pragmatisme de l'auteur qui ne suit peut-être pas jusqu'au bout les acteurs et se dissocie d'eux sur ce point. Donc j'en viens ainsi à l'examen d'un ultime postulat, celui que j'avais appelé de réflexivité, consiste, au sens que je lui avais donné dans le fait pour le sociologue, d'intégrer dans l'étude de son objet ce qui l'unit à cet objet. Alors qu'est-ce qui unit ici le sociologue à son objet? C'est, je l'ai dit, je crois, la critique d'une illusion. Comment la sociologie ici pratiquée intègre-t-elle dans son objet cette critique de l'illusion? Il me semble qu'elle la comprend comme un effort pour dissocier certaines forces et en associer d'autres, c'est-à-dire comme un effort pour défaire la puissance que nous prêtons à certaines puissances. Ce projet est clairement explicité, notamment dans l'intermède 3 du texte. Mais pourquoi faudrait-il défaire la puissance et sortir de l'illusion? Pourquoi est-ce mieux que de ne pas le faire? Pourquoi est-ce meilleur? Et surtout, la réponse à cette question du pourquoi de la critique se trouve-t-elle uniquement dans la force? Le référent externe que nous donne la justice et la raison universelle, même si nous admettons qu'il est toujours produit localement, n'est-il pas quelque chose qu'il nous faille davantage prendre au sérieux, dans la mesure même où il est le seul point d'extériorité que les individus peuvent opposer au rapport de force dans lequel ils sont pris? Donc, pour le dire autrement, il se pourrait qu'il y ait finalement une petite once de réductionnisme dans Irréduction, car ramener les référents externes et l'universel au statut de force parmi d'autres, c'est peut-être réduire ce que sont ces forces-là par rapport à d'autres, c'est-à-dire précisément des points d'extériorité par rapport à la force. Une autre façon de dire la même chose serait de demander à la sociologie radicalement critique qu'est Réduction, quel est le référent externe dont elle se sert pour critiquer l'état actuel du monde. Voilà, je m'arrête là. Donc c'est un peu long, une présentation qui se termine par des questions sur lesquelles peut-être on pourra revenir. Je vais laisser la parole à Bruno. Tu peux parler autant que tu veux. Cyril, merci pour cette lecture émouvante. Émouvante parce que c'est la première fois qu'on traite sérieusement ce texte qui, bien qu'il soit effectivement à la base d'acteurs réseau, je crois, n'a jamais fait l'objet vraiment de commentaires à cause de l'étrangeté de la forme, mais aussi émouvant parce que je sens le poids de l'âge pour la première fois, étant donné que j'ai écrit ça, j'avais 35 ans, et que j'ai écrit depuis 14 autres livres, je m'en aperçois. Et donc, je suis en situation d'infériorité parce que, d'abord, je n'ai pas assisté à ton séminaire, et donc je ne sais pas l'accumulation que tu as faite sur cette notion d'épreuve, donc c'est la première infériorité. Et la deuxième infériorité, c'est que j'ai beaucoup changé par rapport à ce texte. Et donc, je suis dans un projet très, très différent. Donc, ça m'a obligé à me relire, parce que je ne l'avais pas lu depuis très longtemps. Mais je te remercie de m'avoir donné cette occasion d'appliquer un minimum de réflexivité, chose que je ne fais d'habitude jamais, parce que je vais simplement au nouveau projet. Quand on écrit des livres, on espère toujours que le prochain sera bon, en quelque sorte.
Et donc ce retour m'oblige à une réflexion qui doit prendre un petit caractère biographique, mais j'ai compris que c'était aussi le but de l'exercice, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc du point de vue biographique, il y a un point important, c'est que je ne connaissais pas Tarde, même si je l'anticipe donc dans une petite phrase sur la sociologie des associations. Je ne connaissais pas Whitehead, ce qui m'aurait économisé énormément de temps, que je suis devenu whiteheadien depuis grâce à Stengers, et je ne connaissais pratiquement pas Dewey et James. En tout cas, je n'avais pas vu le pragmatisme radical de James qui finalement, à cause de son style admirable, est difficile à détecter. C'est l'inconvénient des grands philosophes qui écrivent si bien comme James, c'est qu'on met longtemps à les absorber. Donc il faut pardonner le fait que ce livre juvénile, puisque j'étais quand même très jeune, utilise un bagage qui au fond ne se sert pas de ce qu'on pourrait considérer maintenant comme les grands auteurs du pragmatisme ou les grands auteurs du tournant vers les choses, disons, que maintenant je connaîtrais évidemment mieux. Le deuxième point biographique, c'est que tu n'en as pas du tout parlé, mais c'est important. C'est une époque que les jeunes d'ici ne se rappellent pas, mais c'est la guerre nucléaire, n'est-ce pas? C'est l'hiver nucléaire, c'est très précisément la bataille contre les fusées, l'installation des Pershing en Allemagne, qui a été d'ailleurs le seul moment de grande politique de Mitterrand, qui a servi qui est un moment important parce que c'est le moment où à la fois le pic de la guerre froide et la transition entre guerre froide nucléaire et la guerre écologique, disons, puisque le thème qui inspire ce livre et qui fait que j'utilise le terme spinoziste de Tractatus scientifico-politique, c'est le thème de l'hiver nucléaire. Comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, c'est ce thème de l'hiver nucléaire qui était la catastrophe entraînée par la guerre nucléaire. Donc c'est ce moment où tous les modèles, c'est d'ailleurs l'origine de toutes nos disputes écologiques actuelles, c'est le moment où tous les physiciens anti-guerre nucléaire se mettent à s'apercevoir que le résultat final d'une explosion atomique, d'une guerre atomique, qui à l'époque n'était pas du tout comme maintenant simplement terroriste, qui était parfaitement crédible. Je rappelle que tous les mois, le bulletin of Atomic Scientists publiait une horloge avec une petite aiguille qui s'approchait du minuit, le minuit où l'explosion de la planète. Donc c'est amusant parce que nous vivons dans des temps apocalyptiques, mais d'une apocalypse écologique qui est allongée. Mais dans ces années-là, on vivait dans un temps apocalyptique qu'on a complètement oublié, d'ailleurs c'est très amusant, qui était très proche. C'est-à-dire Reagan et les Pershing, c'était quelque chose de très présent. Et donc la guerre de religion, on a maintenant de nouveau les guerres de religion, mais à l'époque, on avait l'impression qu'on était passé des guerres de religion, donc le Tractatus de Spinoza, aux guerres de science. Et maintenant, on a les deux. Mais enfin, on a surtout, on a de nouveau des guerres de religion. Et les guerres de science se sont en quelque sorte allongées, puisque maintenant les guerres écologiques sont des guerres qui supposent une disparition aussi de la planète, de l'espèce humaine, des espèces, des rossignols, etc. Mais disons, en petite monnaie. Tandis que là, c'était radical. Et la transition a été le grand thème de l'hiver nucléaire, qui est la première modélisation de la planète comme telle, subissant les effets d'une explosion nucléaire. Donc, le quatrième chapitre de ce livre, dont j'avais oublié la virulence, la violence et la méchanceté, je veux dire, réconfortante, on peut le dire en un sens, mais quand même très violent, c'est sur c'est pour ça que tu as parfaitement raison de dire que c'est un livre hautement moral, la lutte violente contre la notion de puissance. Donc, la lutte anti-épistémologique, disons, qui était à l'époque un de mes dadas. Maintenant, je serais beaucoup plus cool sur l'épistémologie. Mais à l'époque, ça paraissait justement le moyen, l'hypocrisie fondamentale de continuer à parler des sciences comme si rien ne s'était passé depuis entre Hiroshima, disons, qui était derrière nous, et l'hiver nucléaire qui était supposé être devant nous. Donc voilà les éléments, disons biographiques. Et donc, je crois que tu as parfaitement bien... Je regrette de ne pas avoir toute la série des postulats, mais la notion d'épreuve, c'est d'ailleurs le début de ma connexion avec Luc. Je ne sais pas
qui a commencé avec épreuve, mais disons, c'était l'idée de toujours rapporter, pour moi très anti-épistémologique, c'est-à-dire de dire rapportons les épreuves à des situations et ne rajoutons pas aux épreuves une autre épreuve qui, elle, n'est jamais assignable, qui est l'épreuve de raison. Et donc, au lieu d'avoir cette espèce d'hypocrisie continuelle des deux fers au feu, l'un qui était le fer de la force et l'autre qui était le fer de la raison, essayons de voir ce que ça donne quand on n'en a qu'un seul. Et donc, c'est ça qui m'a entraîné dans cette dispute épistémologique. Je rappelle que j'avais déjà publié La vie de laboratoire, donc j'avais déjà subi l'étrangeté d'une critique faite à ce livre en termes de construction sociale, etc., qui me paraissait idiote. Et donc, l'idiotie de la critique me demandait quel est le critère qui fait que les gens disent oui, mais en plus des sciences, c'est de tout cet appareillage que vous avez raison de décrire, mais qui ne prouve finalement rien. Il y a quelque chose qui prouve quelque chose encore plus important, mais qui est inassignable et qui se trouve quelque part, etc. Et puis, bien sûr, l'exemple de Pasteur que j'étudie. Donc, l'argument que tu as fort bien résumé, c'est de dire est-ce qu'il existe un moyen de toujours partir de l'épreuve sans lui rajouter une épreuve invisible, en quelque sorte. Et en ce sens-là, c'est très proche, et c'est toujours comme ça que je l'ai senti d'ailleurs, de l'effort de Luc et de Laurent à l'époque, de toujours définir la condition même dans laquelle les épreuves sont produites, sans leur rajouter une épreuve indue qui était, disons, toujours inconnaissable. Alors, la difficulté, c'est que, et c'est pourquoi que ce livre est pour moi une étape très ancienne en un certain sens, c'est qu'on tombe sur le paradoxe, qui est d'ailleurs dès la première ligne de irréduction, c'est à la fois une irréduction et une réduction généralisée, volontaire, sous le mode de l'association, comme tu l'as rappelé. Donc, alors, je vais défendre, non pas défendre le livre, mais pour les jeunes générations, faire un immense saut en disant que ce livre est l'anticipation de Google, au fond. Et vous allez voir que c'est pas absurde. Une fois qu'on enlève le caractère néo-nietzschéen, c'est l'époque de Deleuze, etc., il faut pardonner aux jeunes qui écrivent des livres, mais je trouve qu'il est plutôt mieux écrit que je ne m'y attendais. J'avoue que c'est uniquement quand il m'a redonné ce séminaire, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je lise ce livre, c'est toujours très angoissant de lire ses propres livres. J'ai été agréablement surpris par le style, en tout cas, qui reste nerveux. C'est horrible quand on lit un texte et qu'on sait ça qu'il est affreusement pâteux. Donc, du point de vue du style, il a une bonne nervosité, je dirais. Mais il n'a pas du tout travaillé, comme tu le signales, cet énorme paradoxe d'être, de considérer toutes les différences, donc en quelque sorte de mettre à plat toutes les différences, et d'imaginer un pluralisme, ce qui est assez contradictoire, sous la seule auspice de l'association, ce qui est une façon de dédifférencier, au fond, fantastique. Et les esprits subtils, comme mon cher collègue Luc, ont toujours pointé, c'est le paradoxe de ce néo-nietzschéisme de irréduction. Pas toujours pour des raisons que j'accepte, mais qui est vrai, néanmoins. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce livre est évidemment complètement juste, et je le partage. Mais la raison pour laquelle je fais le lien avec Google, c'est parce que le principe de dédifférencier et de redifférencier par les associations, c'est un principe de sociologie des sciences que nous avons appris très simplement en lisant la sociologie des sciences tout à fait traditionnelle. C'est au fond la notion d'autorité par les citations, si j'ose dire. Je prends volontairement un point de vue absolument trivial pour parler de ce livre, pour éviter de discuter en l'air, en quelque sorte. La sociologie des sciences, au fond, quand on dit force et raison, ça se traduit très rapidement en disant, comme Staline le disait du pape, combien de divisions, là c'est combien de citations. Donc ça veut dire qu'on va dédifférencier, tous les scientifiques vont se trouver comme des points produisant des articles, ces articles vont être cités, ces citations vont modifier le poids relatif de ces scientifiques, et on va retrouver
des questions absolument classiques du style autorité, périphérie, etc., etc., comme je le fais d'ailleurs dans la partie avant entre Pasteur et Pouchet. Donc on a un modèle, alors évidemment le modèle de citation paraît trivial et banal, mais c'est un modèle qui permet de redonner, de redifférencier à partir d'un vocabulaire commun, d'un équivalent universel. Cet équivalent universel, je le nomme association, mais 10 fois par jour, lorsque vous allez sur Google ou sur AltaVista et que vous tapez, vous appliquez exactement ce même principe, c'est-à-dire que, comme vous le savez, les premiers URL qui arrivent quand vous tapez n'importe quoi, Cyril Lemieux sur Google, c'est le poids des citations faites par tous les autres sites ou par toutes les autres références à ce site. Donc nous sommes tellement habitués à ce mode de remplacement de la recherche par catégorie qu'on aurait fait avant en disant Cyril Lemieux, sociologue, école des hautes études, journalisme, donc je fais des catégories, je vais chercher la référence dans une encyclopédie. Maintenant je tape Cyril Lemieux, j'obtiens un chaos de références mondiales et ces références mondiales se réorganisent et se redifférencient par le passage du système le plus bête, il faut le reconnaître, qui est le poids relatif des citations, mais qui est intéressant comme modèle général, parce qu'il utilise à fond la moulinette de ce nouveau principe de comparaison universelle qui est le fait que toutes les différences se résolvent en 0 et 1. Autrement dit, Irréduction anticipe de quelques années la numérisation générale. Et d'ailleurs, en parallèle, je signale que des travaux faits avec Calon pendant toutes ces années sur les leximaps, la machine de Hume, etc., suivaient de très près, au fond, enfin avec des moyens dérisoires, mais suivaient de très près cette numérisation générale. C'est-à-dire que, je signale d'ailleurs en passant, pour ceux que ça intéresse, que les fondateurs de Google, la seule référence qu'ils aient dans leur article original de leur site, de leur invention, c'est la sociologie des sciences et Merton, en disant nous allons faire pour tout ce que Merton et les sociologues des sciences font pour les scientifiques, c'est-à-dire suivre, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait que les scientifiques qui étaient traçables, maintenant tout le monde est traçable. Donc nous allons faire, disent-ils, pour l'ensemble de l'information disponible, ce que la sociologie des sciences fait pour toutes les citations, c'est-à-dire tracer par autorité, réobtenir l'autorité par le nombre d'associations. Parce qu'au fond, si on change un tout petit peu le langage, on morphe Irréduction en Google. Je fais une opération un peu audacieuse, mais qu'il croit n'est pas fausse. Deuxième parenthèse, nous avons ici un spécialiste de Tarde à qui j'ai déjà fait cet argument plusieurs fois, mais Tarde, lorsqu'il donne un exemple de sa sociologie, utilise toujours la sociologie des sciences. Pourquoi ? Parce que pour le même argument d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, à son époque, c'est-à-dire il y a un siècle, les seules connexions qui sont vraiment traçables, où on peut court-circuiter la notion de catégorie par la question de rapport d'association, ce sont les références scientifiques. Et donc, quand Tarde veut un bel exemple d'une sociologie traçable, il prend toujours les sciences, puisqu'il dit, dans le cas des sciences, on a toutes les connexions, et on peut, comme il dit, elles sont à la lumière de l'histoire, et on peut les documenter depuis le laboratoire de Galilée jusqu'à maintenant. Donc, je crois qu'il n'est pas absurde de dire que si on devait faire une étude de sociologie technique, d'histoire sociale, d'irréduction, il faudrait parler évidemment d'hiver nucléaire, mais ça serait presque superficiel par rapport à cette révolution technique d'une importance aussi extrême qu'est la digitalisation, la numérisation. Et qu'au fond, l'idée de dire j'ai pas besoin de catégories, si je dédifférencie tout et je retrouve les catégories, enfin pas les mêmes, mais je retrouve par association et comptage des associations, nombre d'associations, on trouve quand même beaucoup d'éléments qui sont communs à Irréduction et à ce qui s'est passé dans l'histoire récente. Alors c'est pour ça que même si le livre est daté, il a pour moi une certaine fraîcheur dans la mesure où oui, il repose toujours la question qui reste pendante, d'ailleurs qui reste pendante aussi avec le GSPM aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire des catégories, à quel est-il vrai et jusqu'où association plus nombre d'associations permet de réobtenir des catégories. Donc c'est des problèmes qui sont toujours très techniques et très intéressants actuellement. Par exemple, est-ce que vous pouvez imaginer, j'ai des camarades qui font ça, qu'on peut réobtenir maintenant par le web la question centrale de l'autorité, par exemple trouver les sources autorisées par rapport aux sources non autorisées,
Et beaucoup de gens maintenant, il y a des instruments qui permettent de retrouver de l'autorité, non plus du tout en disant je vais au dictionnaire ou je vais aux gens qui sont de l'Académie des sciences, etc., mais par le comptage, encore une fois, des multiples connexions qui ont été préalablement dédifférenciées et mélangées dans cet énorme melting pot qu'est le web. Donc la question technique demeure, c'est-à-dire où jusqu'où peut-on aller en retrouvant des catégories. Et on comprend assez bien que ce qui n'est pas daté dans Irréduction, c'est que, au fond, ce programme, tous les jours, nous offre de nouvelles prises. Si vous allez maintenant sur Google Scholar, vous avez déjà un sous-ensemble de toute la masse de Google Scholar. Donc on retrouve en quelque sorte des formes d'ordre, disons un principe général de traçage qui est de dire autorité peut être obtenue non pas par catégorie, mais par association plus nombre d'associations. C'est bête tant qu'on n'a pas beaucoup de nombres. Mais si vous avez beaucoup de nombres, ça redevient intelligent. Et au fond, cette transition-là de la bêtise volontaire, c'est-à-dire il n'y a que des associations, etc., et de l'intelligence qui est obtenue par le nombre, au fond, c'est un modèle d'intelligibilité typiquement swinging 80s, je dirais. C'est un modèle typiquement de la fin du siècle dernier et maintenant, et qui n'est pas fini, parce que c'est un paradigme qui, évidemment, au fond, qui dure depuis Leibniz, mais dont Leibniz n'avait pas la matérialisation. Leibniz plus l'ordinateur, disons. Alors, je ne sais pas, je ne me ferai pas tuer pour une interprétation de ce livre, mais il y a un troisième point sur lequel tu as signalé, pour finir, où vous voyez un peu comment se situe cette affaire, et quel genre de matrice, dans quel genre de matrice naissent ce genre d'arguments. C'est aussi un livre profondément mystique, puisque tu as parlé 2 fois de Spinoza et de la joie spinoziste. Bon, non seulement il y a le traité, mais il y a aussi cette extraordinaire découverte chez Spinoza que droit est puissant, droit et force pour lui, enfin, il dirait puissance, mais droit sont coextensifs, et le caractère, disons, épiphanique de cette révélation qui est marqué dans dans 2 des intermèdes du livre. Et au fond, l'épiphanie, ça ne date pas, au fond. On est toujours dans cette situation de jubilation extrême par rapport à, disons, le réductionnisme, au fond, dans lequel on est. Je ne sais pas si on peut naître irréductionniste, mais on peut le devenir. Alors, le problème, c'est que tout ça, c'est un peu démodé pour moi, dans la mesure où ce paradoxe entre ce paradoxe qui consiste à passer par la dédifférenciation pour ensuite réobtenir des différences par le nombre d'associations, comme beaucoup de gens, de lecteurs rapides ou attentifs de ce livre l'ont dit, est impossible. Enfin, encore une fois, le programme continue à exister comme grand programme, comme grand paradigme, qui est donc une philosophie de la numérisation. Mais philosophiquement, cette fois-ci, ça ne tient pas. Alors, c'est là où le point de discussion, toujours avec Cyril, et je crois que tu l'as admirablement précisé, tourne autour de cette affaire d'extériorité. Alors, je suis embêté pour répondre, parce que si je réponds en partant du livre tel qu'il est maintenant, je dis oui, bien sûr, tu as raison, puisqu'il ne faisait pas. C'est un livre de guerre, comme tu as dit, de combat. Donc il se bat contre l'épistémologie, il se bat contre l'hiver nucléaire. Il veut simplement, au fond, à la fin, comme je dis, que pendant l'hiver nucléaire, au moment où on imaginait alors que les Pershing allaient nous tomber dessus, enfin, tomber sur les Russes qui allaient nous envoyer tout un tas de saloperies, et donc qu'on ne nous dise pas que c'était une grande de la réelle politique ou que c'est l'épiphanie du rationnel. Donc ça, c'était le minimum qui me paraissait insensé. De même qu'on ne dise pas, ça c'est la version historique, que Pasteur est un grand homme tout seul. Donc que l'on n'exagère pas les puissances. Déjà, c'est embêtant d'avoir des puissances sur le dos, mais qu'en plus, on ne les exagère pas. Donc qu'on n'ajoute pas à la domination la sociologie de la puissance, ou la philosophie de la puissance. Donc ça, c'est un terme hautement moral, mais qui a, comme tu le dis, je crois que c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que pourquoi choisir cette position critique, ça oblige à considérer
et tu as parfaitement raison, ça c'est un thème moderniste aussi, que les autres sont dans l'illusion. Et donc, cette critique est évidemment tout à fait juste. Mais où sont les extériorités ? Si on cherche les extériorités du côté des catégories, je dirais que Irréduction n'a pas vieilli pour moi. C'est-à-dire que c'est toujours le même, la tendance, la tentation de refaire des catégories en disant oui, mais il ne faut pas oublier la morale, oui, mais il y a aussi, etc., etc. L'espèce de pixelisation finalement que propose Irréduction me paraît toujours juste. Pour la raison vraiment technique que nos caméras numériques continuent à tout faire passer par des 0 et des 1. Je veux dire, c'est un principe. Irréduction ne dit que ça. Pixelisons d'abord tous ces bazars. Refusons les épreuves qui sont finalement épreuve hors épreuve, et la différence force-raison, ou faiblesse-raison plutôt, puisque force et faiblesse sont interchangeables dans ce livre, est une épreuve qui n'est pas assignable. Donc cette première, disons, lutte contre les catégories, je crois que je la maintiendrai. Disons. Mais évidemment, l'extériorité a complètement changé de sens pour moi, puisque je la mets maintenant dans les régimes d'énonciation. Et donc, ce qui permet d'éviter évidemment l'utilisation de la critique. Mais c'est une drôle d'extériorité, parce que c'est une extériorité qui est dans le mode d'énonciation, le régime d'envoi de tous ces énoncés, dont Irréduction donne une espèce de pixelisation et de mise en réseau. Donc, d'ailleurs, techniquement, maintenant, tout ce bazar d'Irréduction se trouve à l'intérieur d'un régime d'énonciation parmi d'autres. Donc, je ne pourrais pas défendre ce livre de ce point de vue-là. Parce que la pixelisation, c'est une façon de déployer, disons techniquement, mais je ne sais pas si ça vous intéresse parce que c'est une affaire un peu obscure, mais quand on se donne des domaines, le domaine du droit, le domaine de la religion, le domaine de l'économie, le domaine de la politique, quand on se donne des domaines, le principe d'épreuve, au fond, échappe. Puisqu'on le confond avec une institution d'une complexité folle qui est complètement hétérogène. On sait très bien que dans le cas des sciences, il y a 1000 autres choses qui rentrent en compte. Donc, première chose à faire, pixeliser. Tout ça, c'est des 0 et des 1, ou pour prendre ma métaphore qui est plutôt utilisée là, c'est des associations. Et donc, commencer d'abord par obtenir ce que, en théorie sociale, j'appelle cet aplatissement, ce flattening du social. Et ensuite, les différences vont apparaître d'une part, sous deux grandes formes. Disons, la première, c'est comme je le disais tout à l'heure, les catégories se réobtiennent par le nombre. Mais ça, c'est en quelque sorte immanent. C'est l'avantage du plan d'immanence produit par la numérisation. Et d'une deuxième façon, qui n'a rigoureusement rien à voir avec la façon ancienne de produire des différences, par les régimes d'association, dont chacun a son mode de véridiction. Donc l'extériorité, elle est bien là, mais c'est une drôle d'extériorité, puisque ce n'est pas une extériorité par rapport à l'immanent, c'est une extériorité par rapport au mode d'envoi, à la prise, à la passe, comme je dis. Donc maintenant, si tu me demandes contre les catégories, est-ce qu'Irréduction est toujours là, valable, je dis oui, mais si tu me dis il manque, finalement c'est une naïveté, ou disons un reste de l'esprit moderniste que d'avoir utilisé tellement la notion d'illusion, je dis oui, je suis d'accord avec toi, non pas parce qu'il existerait un point extérieur à cette affaire, mais parce que chaque régime d'énonciation, ou d'envoi, ou de passe, a sa propre transcendance, en quelque sorte, pour utiliser des termes tout à fait inadéquats. Et donc, de ce point de vue-là, Irréduction est datée. C'est compliqué pour moi, parce qu'en fait, j'ai fait ce livre après avoir fait la vie de laboratoire, mais après ma thèse de théologie, et donc en un sens, le programme, je réfléchissais à ça pour essayer de faire de la biographie, chose que je ne fais pas parce que je suis très peu réflexif, mais j'ai l'impression que le programme dont je suis maintenant en train de rédiger la feuille de route, comme on dit maintenant, a précédé en fait la vie de laboratoire, parce que j'ai été dans le laboratoire de Guillemin après avoir travaillé la théologie pour dire, bon, maintenant je commence à comprendre
tel que je m'imaginais à l'époque, le type de véridiction religieuse, je veux comprendre le type de véridiction scientifique. Et donc, j'ai fait le terrain, en fait, tout à fait initialement. Les premiers terrains de sciences étaient vraiment déjà explicitement dans ce programme qui est maintenant nouveau pour moi, mais qui... Bon, enfin bref, tous ces détails biographiques n'ont pas de raison de vous intéresser beaucoup. Mais puisqu'on me demande de revenir sur mon long passé, je suis obligé d'en parler. Donc, le paradoxe d'irréduction est insoluble, c'est-à-dire dédifférencier et redifférencier par un minimum qui est le 0 et les 1 dans la métaphore que j'utilise de Google, ou association et connexion, c'est évidemment des drôles de... C'est absurde de dire irréduction alors qu'on réduit tout à le truc. Mais ça a la netteté au moins de l'exercice, c'est-à-dire, maintenant nous avons les métaphores pour en parler, que ce soit des photographies, des films, des bazars en 3D, des textes, ça passe toujours par des 0 et des 1 qu'il faut compter. Donc on retrouvera des catégories parfois. Ça c'est la partie, disons, où réduction est tout à fait dans l'esprit de son temps. Même si la partie esprit du temps, c'est-à-dire guerre nucléaire, nous paraît aussi vieille que les aussi anciennes, enfin pour le moment ça peut revenir, mais que les grandes peurs du Moyen-Âge. Mais bon, c'est l'avantage d'être très vieux, on s'étend sur des siècles. Mais la partie qui vraiment m'intéresse maintenant, c'est de dire la pixelisation, c'est un des moyens de continuer à éviter, disons, de parler des preuves sans qu'il y ait le mécanisme des preuves, et visible, assignable. Donc, et là je pense que la bataille entre puissance et force, même si je ne dirais pas les mêmes termes, reste, c'est Dewey au fond contre, c'est James contre les Hegeliens, c'est une bataille qu'il faut toujours reprendre finalement. C'est Tard contre Durkheim, c'est constamment cette exagération de la puissance et une théorie des possibles qui est tout à fait bizarre avec toutes les métaphores hegeliennes qui sont dans l'antidialectique. Donc, de ce point de vue-là, il y a une bataille philosophique qui reste, dont on voit le cheminement depuis probablement Épicure, disons, qui serait intéressant, mais que je ne suis pas suffisamment historien de la philosophie pour suivre. Mais M. Keck sûrement a des tas d'idées sur cette question. Ensuite, la partie des énonciations, ça pour moi c'est la partie sérieuse, technique, actuelle, sur laquelle je suis en train de travailler. Voilà ce que j'ai à dire sur cette affaire de l'irréduction. Peut-être est-ce que tu peux en dire davantage sur les régimes d'énonciation? Oui, il y en a 14. C'est comme les catégories de Kant. Chez Gurvitch, 12. Enfin, c'est 12 plus. Elles sont aussi plus comme chez Kant, par groupe de 4. Par groupe de 3, 4 groupes de 3. Et donc, il y en a 12. Pourquoi il y en a 12 Eh bien, parce qu'il faut faire des quasi-objets, il faut faire des quasi-sujets, il faut relier les quasi-objets et les quasi-sujets, et il y a les énonciations fondamentales qui sont sans quasi-objets et sans quasi-sujets, qui en fait recoupent un peu des choses qu'on voit dans le livre là, mais qui, de façon très naïve, qui permettraient justement, je crois que tu as mis le doigt exactement sur, de dire, les gens ne sont pas en illusion quand ils disent que l'économie c'est ça, ou que le droit c'est ça. Par exemple, la phrase que tu as citée sur le droit, évidemment maintenant je m'arrache les mains parce que je me mords les doigts, parce que j'ai fait tout un livre depuis sur le droit pour montrer que ce que je dis là n'est pas vrai. Mais bon, il n'y a pas moyen de maintenir une compatibilité logicielle entre des livres sur une durée aussi longue. Donc ça c'est pas vrai. Parce que j'ai changé un mot dans la version aussi, sur la version, un seul mot sur précisément pour l'énonciation religieuse, que je ne traitais pas avec suffisamment de respect. Donc au fond, à chaque fois, je crois que ton diagnostic est parfaitement juste. C'est-à-dire à chaque fois que j'utilise le mot d'illusion pour qualifier un type d'attache, où au fond, comme dirait Isabelle, les gens disent « je sais bien, mais quand même », c'est la trace, le symptôme d'une énonciation qu'on a voulu éliminer, disons. Et donc maintenant, j'essaie de retirer. Donc pour moi, il y a une compatibilité entre les deux programmes, mais qui n'est pas très forte. C'est-à-dire que maintenant, j'essaie de redifférencier selon des différences qui sont des différences qui ne passent pas par la moulinette de l'association et du nombre, disons. Cette moulinette-là, elle était utile contre la puissance, mais elle est totalement absurde
Autrement dit, c'est l'acteur réseau. L'acteur réseau, je dis, c'est la version noir et blanc de ce que je suis en train de faire en couleur. Là. Ou plutôt maintenant, je fais la version couleur. Avant, on avait la télé noir et blanc. Bon, c'est sympa, noir et blanc, il faut le faire. C'est mieux que ce qu'on a. On était éblouis, nous, quand on a vu la télé noir et blanc. Mais c'est bien qu'avoir la couleur. Eh bien, je prétends qu'avec 14 tubes, on a une super couleur. Et qu'on a des contrastes fins et qu'on peut faire quand même beaucoup de choses. Il y en a peut-être 440, mais disons, les Européens peuvent se présenter poliment au reste du monde avec 14 énonciations. Voilà. Mais si on parle des énonciations, ça va être long. Ça va être trop long. Tu veux pas juste évoquer un seul, par exemple, au hasard, un seul des tubes, pour qu'on voit plus. Un des tubes un des tubes qui est important, par exemple, c'est au fond tout ce qu'a fait Whitehead. Whitehead est un tube en quelque sorte, si j'ose dire. Il s'est intéressé à l'énonciation la plus improbable qui soit, c'est-à-dire la façon dont des êtres se reproduisent pour exister. Et donc découvrir chez Whitehead que c'est une énonciation, c'est-à-dire que chez Whitehead, je ne sais pas si vous êtes whiteheadien, mais les rochers, les montagnes se maintiennent, les atomes se maintiennent dans l'existence en se répétant. Donc il faut travailler pour un atome ou une montagne pour rester dans l'existence, il faut dépenser une certaine énergie existentielle. Donc les choses, d'un seul coup, tout ce qui est... les vivants, ça, nous savons ça pour la biologie, mais lui, il étant à l'inerte, disons. Donc une des grandes énonciations, le mot énonciation paraît étrange, mais sauf si vous vous rappelez que le nonce, c'est un message, donc c'est ce qu'il faut sortir de soi, c'est ce qu'il faut exprimer pour continuer à exister. La grande énonciation pour Whitehead, que je travaille beaucoup en ce moment, parce qu'elle est évidemment fondamentale, c'est celle qui fait qu'on a des êtres, des lignes de force ou des lignées de vivants, c'est cette répétition dans l'existence. Ça, c'est impossible de la détecter et de la coller avec d'autres énonciations qui nous paraissent plus évidemment des énonciations comme l'énonciation politique ou juridique, si on n'est pas passé par là. C'est pour ça que je dirais quand même que là, ça c'est important pour des jeunes qui commencent à écrire, je crois qu'il ne faut pas avoir honte de ses propres cheminements. On a besoin de passer par ce livre-là pour faire les autres. Je veux dire, c'est impossible d'arriver sans ça. Et il faut, comme le dit Tard, ne pas avoir peur de faire des hypothèses sauvages. On est toujours trop timide. Là, c'est pas un livre timide, il faut le reconnaître. Mais il faut aller au fond, il faut aller à fond. L'idée de dire il n'y a que des associations et que c'est par les associations que toutes les autres différences vont passer, c'est une idée absurde. Mais il faut la mener jusqu'au bout pour obtenir le résultat de pixeliser. Puisqu'on m'a mis dans le rôle de vieux crouton qui revient sur son existence, je peux apprendre un ton de grand-père, un peu paternel, pour vous donner des conseils aux jeunes. Ben, l'un des conseils, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter sous prétexte qu'on brise le sens commun. Parce qu'à ce moment, on a le pire, c'est-à-dire on commence un argument et on suspend pour ne pas être déraisonnable. D'où viennent les autres différences? Elles ne sont pas le retour des anciennes catégories, elles sont la position, l'engagement en quelque sorte des nouvelles, d'une source de différence pour lequel nous avons un sens d'une finesse extraordinaire. Je l'ai montré dans le cas de la religion, on a un sens, Elisabeth aussi, bien plus érudit, avec beaucoup plus d'érudition que moi. Mais on a un sens extraordinaire pour qualifier la fausseté ou la vérité religieuse. Donc on a ce sens. Et dire tout ça, c'est des différences qui sont par association et par connexion, ça paraît, c'est évidemment grotesque. C'est grotesque, sauf que ça permet d'écouter ces différences qu'on n'entend pas sans ça. Donc, je dirais quand même qu'il faut passer par ce genre d'étape pour... Donc les grandes énonciations, les autres, ce sont des énonciations que tout le monde connaît, parce que c'est la science, la technique, la fiction, que j'ai beaucoup travaillé. Mais ce qui est intéressant, ce que je fais maintenant, c'est d'essayer de les... En fait, c'est de faire tout à fait ça, mais avec des vraies différences. Des différences qui sont propres à chaque mode d'énonciation. Donc ne pas juger le droit par rapport à la science, ne pas juger la science par rapport à la technique, ne pas juger la technique par rapport à la croyance, ne pas juger... etc. Et donc à chaque fois extraire, la politique en particulier, ne pas extraire, ne pas juger un type de différenciation par le mode de véridiction d'une autre. C'est au fond refaire les 3 critiques de Kant, mais en mieux, si tu veux, pour prendre une... C'est-à-dire selon le vrai différence, c'est pas faire cette horrible chose.
si on peut faire une comparaison simple. C'est beaucoup de travail, comme tu Oui, vois. c'est énorme. L'espace et le temps sont dans le livre, mais ce sont des catégories ce ne sont pas des catégories de l'entendement. Pas des catégories d'intuition, ce sont des... ça c'est complètement leibnizien, ou whiteheadien d'ailleurs, le temps et l'espace sont des formes sont la conséquence des types d'associations et de différenciation. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas les différenciations et les associations, on n'a pas d'espace et de temps. Ça je crois que c'est pas un problème énormément compliqué, c'est une grande tradition philosophique ça. Non, j'étais plus surpris par aperçu, excuse-moi, parce que j'ai pas entendu le mot aperçu, tu l'as dit ? Je sais pas. Parce qu'en lisant le livre, donc en faisant cet exercice, en me forçant à faire cet exercice que je ne fais jamais de réflexivité sur la métaphore qui revient le plus souvent, c'est celle de vide, c'est celle de mise à distance. Et c'est même la métaphore gymnastique de prendre ses distances. Ce qu'on faisait à la gymnastique, on fait encore ça, de mettre son épaule sur sa main sur l'épaule pour prendre ses distances. Non, vous n'êtes peut-être pas bonne en gymnastique. Oui. Moi non plus d'ailleurs, je sais pas. Ma métaphore gymnastique est extrêmement limitée, je me reconnais. Mais et là je tombe sur une des réponses à une des questions que tu poses à la fin du deuxième chapitre. Prenez le principe des réductions. Que vous donne-t-il? Des réseaux entremêlés qui parfois se joignent et parfois se faufilent l'un dans l'autre sans se toucher pendant des siècles. Il y a de la place, du vide, surtout du vide. Il n'y a plus ni haut ni bas. On ne peut rien hiérarchiser. Ça, c'est du Nietzschéisme de l'époque, n'est-ce pas? Mais ce qui m'intéresse, c'est l'activité de ceux qui hiérarchisent se voit et occupent peu de place. Ça, c'est vraiment l'esprit de l'acteur réseau. Il n'y a plus de remplissage. Et les travaux de ceux qui remplissent tiennent peu de place. Il n'y a plus de totalité, donc plus de reste. Les lieux sont exacts, sans excès ni faiblesse. Je prétends qu'on y vit mieux. Alors, je prétends qu'on y vit mieux, ce n'est pas une grande justification d'une position philosophique. C'est une version atmosphérique à la Sloterdijk, disons, du fait qu'on y vit mieux, mais qui n'est pas forcément les plus fausses, n'est-ce pas disons, épicurienne Mais la métaphore la plus forte, ce n'est pas forcément celle du temps ou de l'espace, c'est celle du vide. Pas de remplissage. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que si j'étais capable de faire l'histoire de moi-même, je pourrais répondre à cette question, pour peu intéressante, mais ça c'est vraiment un truc fondamental. Toute la théorie des réseaux qu'on a fait avec Calon, je crois que c'est vraiment pas de remplissage. Non, les gars, n'en rajoutez pas. Le social, il occupe peu de place. C'est pour ça mon enthousiasme, que Bruno me critique parfois pour Tarde, il est pareil. C'est-à-dire il n'y a que des petits filaments, le reste on ne sait pas ce que c'est, n'en rajoutez pas. Ne nous fourguez pas des surfaces énormes, des pyramides, des trucs. Vous occupez peu de place. Les scientifiques, c'est très peu de gens. Les politiques, c'est encore moins de gens. Ce que nous disons, c'est rien du tout par rapport à ça. Et c'est pas triste. C'est pas triste. C'est pas la racine de Roquentin où on se met à vomir. Non, c'est bien. C'est la joie. C'est de s'apercevoir qu'on respire finalement parce que on ne fait pas de remplissage. Alors je parle de termes qui sont, puisqu'on est dans une version réflexive, qui paraissent très peu conceptualisés, mais existentiellement, ça me paraît très important. C'est pas très financé, c'est du bas. Parce que le problème du remplissage, c'est que j'essaye de voir sur le remplissage, par exemple, c'est d'anticiper et de poser quelque chose qui n'est pas tout à fait fondé en attente d'une connexion qui ne s'est pas encore réalisée. Moi, le problème que j'ai toujours avec ton acteur réseau, c'est qu'il doit être très dans le film, justement. C'est-à-dire épuisé à la recherche d'une permanence qui ne lui est jamais donnée. Ah oui, non mais ça c'est très intéressant. C'est le problème technique de fausseté très précise de irréduction pour moi, c'est le traitement des possibles. Parce que, d'abord, il y a deux façons d'aborder cette question. La première, c'est évidemment Sloterdijk. Je n'ai pas encore réconcilié mes réseaux que Sloterdijk dit anémiques, avec quelques raisons, comme tu le dirais là, et ces enveloppes maternelles.
ou ces atmosphères, ou ces lieux qui sont pleins, justement. Et donc, je ne sais pas à quel niveau se situe ce texte, si c'est un niveau de, disons, à quel niveau de profondeur ça se situe. C'est tout à fait possible que ça se situe à un niveau plus profond que mes affaires de réseau. Et là j'aurais un grave problème, effectivement. Donc, je n'ai pas du tout fait encore le lien, j'arrive pas à... Mais la question du possible, elle est beaucoup plus embêtante. Je pense que enfin, elle n'est pas embêtante, mais je veux dire, c'est la fausseté technique. La fausseté technique, je l'avais noté pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que je ne défendais pas le livre, 1.5.1.1. Il n'y a pas de possible. Le possible est l'illusion d'un acteur qui se déplace en oubliant le coût du transport. Donc, la difficulté, c'est de faire le partage entre puissance. Donc ça, c'est facile à comprendre. C'est possible là. Donc, pour situer les idées, j'avais pas évidemment à l'époque, puisque Deleuze n'avait pas fait, mais ce double couple d'opposition entre potentiel réel et virtuel actuel, qui est devenu standard en deleuzianisme. Donc évidemment, l'ennemi là, c'est le rapport potentiel réel, c'est-à-dire le potentiel est tout, sauf qu'il n'est pas réel, mais quand le réel ne lui ajoute rien, sinon la réalisation, qui reste quand même la grande catégorie réductrice qu'il faut toujours combattre, parce qu'il y a toujours des gars pour vous expliquer que les sciences et les lois économiques sont dans l'économie, c'est dans les lois économiques, la science c'est dans l'esprit de Pasteur, etc. Ce combat-là, il faut toujours le mener. Mais l'autre couple, c'est-à-dire virtuel, actuel, c'est-à-dire que l'histoire n'est que c'est pas du tout la réalisation d'un potentiel, mais l'actualisation de virtualité. C'est très très mal traité là. Donc quand Luc dit irréduction c'est le plan d'immanence, c'est tout à fait juste, c'est la critique que je ferai aussi. C'est-à-dire c'est ce moment de grand enthousiasme des 70s même, c'est encore plus daté à ce moment-là, pour les délices en quelque sorte du corps sans organes, du plan d'immanence. Mais maintenant évidemment les possibles ce sont les énonciations. Donc, les sources de possibles se multiplient. Et à ce moment-là, ça devient vraiment différencié de façon intéressante, maintenant. Pour moi. Mais... Par exemple, sur le point juridique, ça illustre sur le point du droit. Le problème du possible est assez clairement posé. Quand tu as dit qu'une grande intuition Spinoza qui t'avait frappé et à laquelle je crois, c'est... le fait que le droit, au fond, ça ne soit rien d'autre que la puissance. Alors, c'est vrai chez Spinoza, mais alors, le coût est très élevé, là. Réduire le droit à la puissance. Non, mais droit et puissance chez Spinoza. Oui. Non, mais attends. Pardon. Le coût élevé, justement, j'aimerais savoir comment toi tu peux le soutenir. De dire, finalement, si ça s'est réalisé, au fond, c'est que le sujet en avait le droit. C'est-à-dire, s'il a pu le faire, la question juridique est résolue. Non, mais je ne dirais pas ça du tout. Ah bah alors, vas-y. Non, je me suis mal fait comprendre. Il faut retravailler, il faut reprendre maintenant, je suis navré, mais mon vocabulaire actuel, parce que je ne peux pas défendre le livre sur 30 ans, je veux dire, c'est impossible. Donc, je dirais maintenant qu'il existe une façon de saisir toutes les énoncés sous une certaine forme, sans les catégoriser, qui est, au fond, une irréduction générale, où là, le principe de Spinoza, qu'il a appliqué dans une situation très proche de celle où je l'applique là, guerre de science ou guerre de religion, c'est le même problème, c'est-à-dire n'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas. Une fois que vous avez perdu politiquement, ne rajoutez pas que vous avez gagné religieusement, ou l'inverse. Une fois que vous avez perdu politiquement, ne rajoutez pas en plus le rapport de raison, etc. Donc là ça fait partie, disons, de l'éthique des rapports de force. Tous les rapports, il vaut mieux parler en termes de rapports de force que d'user de la différence force et raison. Alors, ça paraît choquant 3 minutes, mais quand on a expliqué que rapport de force, ça veut dire l'ensemble de la gamme des rapports, et non pas simplement le gorille poilu qui se tape sur l'épaule et qui écrase le malheureux petit garçon qui a raison contre tout le monde, etc. On a compris que c'était pas du relativisme. Bon. Donc c'est là où je situais la grandeur du texte de Spinoza. Mais maintenant, évidemment, la raison pour laquelle je me mords le doigt d'avoir écrit cette phrase sur le droit, c'est qu'ayant fait le livre sur le Conseil d'État,
je dirais maintenant que la forme de différenciation et la production de possibles juridiques est irréductible à toutes les autres formes de production politique, scientifique, etc., et qu'elle produit son type de possible qui n'est pas réductible, justement. Donc maintenant, j'ai besoin d'un principe d'irréductibilité qui est différent, c'est-à-dire qui ne peut pas se dire aucune chose n'est de soi-même irréductible ou réductible à aucune autre. Donc maintenant, au contraire, je considérais que le droit, qu'il y a une façon juridique, mais tu comprends l'hypothèse, là où je suis suspendu maintenant par la difficulté de faire cet argument, c'est que la conséquence, ça veut dire qu'il y a du droit dans le monde. Donc c'est la fin du livre sur le Conseil d'État, mais maintenant je dirais le droit existe dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une façon, il y a des êtres juridiques dans le monde qui se déplacent indépendamment de nous, tu comprends, Dikei, comme on disait du temps des Grecs, mais ça paraît très archaïque, mon affaire. Et en plus, comme il y a aussi des êtres religieux et qu'il y a aussi des êtres scientifiques, des êtres techniques, moraux, etc., qui sont déplacés, on a maintenant une drôle de un zoo. Et on comprend que ça soit difficile et que le brave Emmanuel Kant ait voulu faire ces trois critiques. Non, parce que ça nettoyait au moins. Tout ça, ça rentrait dans notre tête et ça n'existait plus dehors. Comme il était très pudique, ça se comprend très bien. Donc, là, la redifférenciation se fait maintenant. Donc la production de possibles, qui est la faiblesse, mais c'est la faiblesse de Deleuze, hein, c'est la faiblesse de Tarde, je suis navré de le dire, Eduardo aussi, malgré mon amour pour Tarde, on ne sait pas ce qui différencie les types d'associations chez Tarde. Ils sont tous finalement sous la rubrique de l'association. Et je pense qu'il faut quand même qu'on ait du travail à faire, où on puisse nous-mêmes apporter quelque chose, sans ça on serait un peu quand même privé de boulot. Moi je prétends qu'on peut redifférencier en suivant à chaque fois un prix à payer. Le prix à payer, c'est de rendre une qualité ontologique à ces êtres. Donc ils ne sont pas dans la pensée, ils sont dans le monde. Donc ça, c'est un prix à payer, évidemment, qui peut paraître trop lourd à beaucoup, aux modernistes en tout cas sûrement. Mais l'avantage, c'est qu'on redifférencie selon à chaque fois une ligne qui n'est pas traductible dans le langage des autres. Donc de ce point de vue-là, on est dans un programme totalement différent de celui-là. Parce qu'au lieu de pouvoir comparer les énonciations en disant, bah oui, c'est tous réduit. Alors au niveau des énoncés, ça reste vrai. Je prends un énoncé juridique au Conseil d'État, il est aussi scientifique, il a aussi de la passion psychanalytique. Les énoncés, il y a toujours tout, mais les sources de possibles ne sont pas traduisibles les unes dans les autres. Et en plus, il n'y en a pas un nombre infini. Enfin, ça c'est une hypothèse que je fais. Il n'y en a pas plus de 12. Pour pouvoir produire en couleur, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas ontologiquement des centaines de milliers, mais disons avec 12, on se débrouille pour obtenir des bons contrastes, pour ne pas confondre la science et le politique, pour ne pas... C'est exactement le contraire. Je faisais une allusion à ça l'autre jour à Amsterdam, où j'étais Spinoza professeur, je ne peux pas m'empêcher de le dire, tellement je suis fier d'avoir été Spinoza professeur pendant 2 mois. Et les gars me disent, mais tu nous as trompés pendant 18 ans en nous racontant des affaires d'acteurs réseau, alors que tu faisais, ça fait 18 ans que je fais ce programme, et tu nous racontes depuis 18 ans acteurs réseau, que tout est mélangé, etc., qu'il n'y a plus de rapport de force, alors que tu fais le contraire, en cachette. J'ai oublié d'avouer que c'était vrai. Comment tu articules la question de ces régimes d'énonciation avec la question de leur historicité, si on veut, c'est-à-dire avec une théorie de la modernité ou de la différenciation des sphères? Je ne fais pas. Je fais l'impasse là-dessus. C'est parce que c'est pas intéressant aussi? Si, mais je ne sais pas faire en plus. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer des sociétés... C'est pas la phénoménologie de l'esprit que je fais. Oui, justement, le problème c'est comment ne pas le faire? Des sociétés dans lesquelles les régimes, par exemple, ces régimes-là ne seraient pas aussi distincts que chez nous, je ne parle pas simplement des énoncés, je parle des régimes d'énonciation. J'ai une version soft de ça, qui est pour me débarrasser du problème, qui est de dire, on ne peut pas tout à fait me débarrasser. Si on n'a jamais été moderne, comme je crois l'avoir montré, on a été quoi? Donc, si on n'a jamais été moderne, on a été quoi? On a été ceux qui ont élaboré, disons plus explicitement, ces 12 formes d'énonciation. Si j'étais chinois ou hachoir, j'en aurais peut-être 75. Mais
Mon problème n'est pas de faire la phénoménologie de l'esprit. Mon problème, c'est mon problème général, hein, mon programme, le super méga programme à l'intérieur duquel ce petit programme des régimes d'énonciation se trouve inséré, c'est celui de que les Européens se présentent poliment à ceux qu'ils ont d'abord modernisés, n'est-ce pas? Donc, quand on les modernise, on se présente impoliment, puisqu'on n'a jamais été moderne, donc on leur fourgue en quelque sorte un truc qui ne fonctionne pas déjà chez nous. Donc, si on recommence en disant présentons-nous poliment maintenant, à quoi on tient? Ben, on tient à l'état de droit, on tient à une science, à la politique, au corps politique. Donc, c'est une historisation bas de gamme que je te fais là. Mon problème principal, c'est une discussion que nous avons souvent avec Bruno, d'ailleurs, c'est celui sur la religion. Parce que pourquoi est-ce qu'on a élaboré ce truc bizarre? Pour les autres, ça, une historisation de niveau moyen suffit, en disant... non, parce que ce n'est pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est de partir des erreurs de catégorie. Donc je fais le speech act theory, disons. En partant des erreurs de catégorie, on définit assez bien ce qui est... Et tu comprends, c'est un problème quand même très important. Si on n'a jamais été moderne, on a été quoi, nous les Blancs? C'était un vrai problème, ça. Et en plus, comment on éduque la génération des autres, on ne va pas les rendre postmodernes. Donc, il faut savoir à quoi on tient. Donc, nous nous retournons, c'est de l'anthropologie philosophique, si tu veux. Nous nous retournons sur ce à quoi nous tenons, et on s'aperçoit, en classant systématiquement les erreurs de catégorie, qu'on tient à 12 trucs importants. Si vous me dites, mais je ne peux pas prouver qu'il y en a 12, il y en a peut-être 18 ou 550 000, je ne me ferai pas tuer pour le 12. Sauf que c'est quand même bizarre que... Enfin bon, peu importe. Et la présentation, c'est de dire, ok, voilà, nous sommes maintenant, je pense, en état, nous les Blancs, donc n'oublions pas qu'on est aussi faibles. Alors qu'avant on était fort. Maintenant on est faible, on est tout petit, très peu nombreux, tous vieux, etc. Enfin pas vous, vous êtes jeunes, mais disons les sociétés. L'Europe est quand même petite. Maintenant on aurait pu être poli avant, évidemment ça aurait été mieux. On aurait évité quelque chose. Mais bon, l'histoire ne va pas droit. Donc maintenant on peut dire, voilà, nous sommes ceux qui mourraient si on nous enlevait ça. Et on ne vous fourgue plus le modernisme, n'est-ce pas? C'est ça qui est très important. On ne vous fourgue plus l'histoire que c'est le front de modernisation. Non, on vous dit, voilà, nous sommes... Et maintenant, on peut discuter sérieusement. Donc on peut discuter avec ceux, justement, qui ne sont pas pour les mêmes formes d'énonciation. Discuter, d'accord. Sinon, tu pourrais on les a sur le même problème. On les a colonisés d'abord, ensuite on les a décolonisés. On peut avoir une phase un peu plus polie, disons, maintenant. Maintenant, ils vont nous coloniser, ou... Enfin, je sais pas. Alors, ça veut dire que tu serais prêt à négocier... 14 points de... Oui, enfin, sauf que c'est si vous nous enlevez ça, nous on meurt. Je fais au fond ce que les Hachoirs a fait à Descola, en disant si vous nous prêtez ça, nous on meurt. Mais que nous on n'entendait pas, parce qu'ils étaient supposés être une culture. Tu vois ce que je veux dire? C'est reprendre tout le débat sur la colonisation et la décolonisation, au fond. Mais sérieusement, c'est-à-dire, où on sait enfin ce à quoi nous on tient. Parce que finalement, on ne sait jamais à quoi ils tiennent à quoi les Européens. Pas à la Constitution, bon ça on sait ça, mais à quoi ils tiennent finalement? C'est assez difficile à définir. Parce qu'il y a tous les postmodernes qui nous embarrassent de trucs, il y a la pensée critique qui nous embarrasse. Finalement, on ne sait pas à quoi on tient. Et moi je dis, si voilà, on tient à ces régimes de vérité-là, si un seul nous manque, on n'est pas... Mais est-ce qu'on tient aux 12 choses ou est-ce qu'on tient à une certaine manière de les agencer? Oui, il faut les agencer probablement. Oui. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est de les détecter 2 par 2, moi, parce que j'arrive pas à faire. Mon esprit éclate. Mais 2 par 2, on voit bien. Si on mélange science et politique, on sent qu'on perd quelque chose d'important. Et en même temps, on sait que l'institution scientifique est politisée de partout et que l'institution politique est scientifisée de partout. Donc ça reste très important de retrouver la différence science et politique, qui ne va pas être par domaine. Il n'y aura jamais un domaine de la science et un domaine de la politique. Mais il y a une différenciation par le mode d'énonciation, et donc ce qu'on attend. Chose étonnante, on ouvre James, Radical Empiricism, et on trouve une définition éblouissante de mon programme de recherche, quand il dit les empiristes ont complètement oublié que les prépositions sont données dans l'expérience. Les prépositions. En fait, c'est une théorie des prépositions que je fais.
Serre avait dit ça il y a très très longtemps, je me souviens, mais il n'en a jamais rien fait. Il n'y a pas un domaine du dedans, ou un domaine du vers, un domaine du à travers, un domaine du avec. Et pourtant, avec, dedans, pour, etc., c'est des trucs vachement importants qui vous organisent votre bazar. Et les énonciations sont un peu comme ça par rapport aux énoncés. Donc, ça fait peut-être système, et ça, je suis incapable de l'imaginer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a besoin de toutes. C'est-à-dire que sans ça, on n'arrive plus à faire les différences. Et James dit très bien, l'empirisme radical, ce que moi j'appelle le second empirisme, c'est celui qui prend au sérieux le fait que les prépositions sont données dans l'expérience. L'idée des premiers empiristes que les prépositions ne sont pas données dans l'expérience, c'est quand même drôlement bizarre. Donc dans l'expérience, nous sont donnés un sens extrêmement fin de ces prépositions. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut les disons pas les extraire, mais les expliciter. Donc en fait, c'est très simple l'argument. Il peut se présenter sous des formes paranoïaques, mégalomaniaques extrêmes, genre phénoménologie de l'esprit bis. Mais du point de vue anthropologique, c'est très simple. C'est comment se présenter poliment après colonisation, décolonisation et nouvelle faiblesse de l'Europe, qui est quand même le phénomène fondamental actuel. Et ensuite, techniquement, c'est partir des erreurs de catégorie que nous sentons assez bien, on sent qu'on se trompe. Donc faire du speech act, mais pas sur le speech act, sur l'énonciation. Et donc, je crois que là, il y a quelque chose qui est empirique, c'est-à-dire qu'on peut faire partager la preuve à d'autres. Tout ça, c'est la philosophie empirique. Tu appelles ça comment? Tu as un nom plus savant, empirico-conceptualiste. Moi, j'appelle ça philosophie empirique. Est-ce qu'il y a des épreuves propres à chaque régime d'énonciation? Et oui, c'est ça l'intérêt. C'est là où on est très bon sur les erreurs de catégorie. On sent qu'on n'est pas... C'est la justification, mais étendue à l'ontologie, si tu veux, mon affaire. Alors que la justification, on a toujours dit que ce n'était pas une ontologie. Oui, justement, mais moi... C'est quand on est en situation de dispute. Mais moi, je dis, c'est le principe de l'analyse de la justification, mais étendu à l'ontologie, justement. Et en particulier, ces épreuves, on sent très bien dans le politique science, par exemple, ou sciences techniques, ou droit moral. Alors, tous ces couples sont très... On a un sens plus institué de l'épreuve. Parce qu'il y a des cas où les épreuves sont instituées, des cas où les épreuves ne sont pas instituées. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas absurde de dire qu'on peut, disons, opérationnaliser la description. Enfin, est-ce qu'il y a un type d'être propre à chaque régime d'énonciation, ou est-ce que les êtres peuvent passer d'un régime d'énonciation à un autre? Non, il y a les êtres, le monde est rempli d'êtres très spécifiques, dont les trajectoires au moins sont spécifiques. Ça les démultiplie, en fait, les régimes d'énonciation les démultiplient. S'il n'y avait pas tous ces régimes d'énonciation, il y aurait très peu d'êtres. Oui, c'est pour ça que c'est là où la dispute sur le pluralisme, parce que Whitehead définirait pluralisme, mais c'est un pluralisme où il y a un seul mode d'énonciation qui est celui de la reproduction, de la persistance dans l'être, disons. C'est sublime, mais il est le seul qui a eu le courage de s'attaquer aux montagnes et aux électrons, parce que ça, il faut le faire quand même. Là, on sort vraiment des limites de l'humain. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un seul type d'être. Or, il y a des êtres juridiques. Il y a des êtres religieux. Donc, il faut pouvoir les faire enregistrer leur passage. J'ai été très frappé en relisant pour ce projet Austin, d'ailleurs, qui paraît très loin de ce projet, de voir que quand Austin fait des catégories complètement bizarres, parce qu'il le dit d'ailleurs, c'est à chaque fois complètement bricolé, etc., la trace des assemblages qu'il essaye de faire sont très souvent la trace de ces êtres dont il sent qu'ils sont importants, mais qui ne suit pas, parce que, évidemment, lui, il s'intéresse au langage et encore un tout petit aspect du langage. Donc le tracé ontologique de ces êtres me paraît fascinant. Il y a une distinction que je n'ai pas bien comprise en fait en relisant le texte. Épreuve de force, épreuve de faiblesse. Est-ce que c'est une distinction forte? Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que dans un régime d'énonciation, un être qui passe à l'épreuve peut être fort dans ce régime d'énonciation et faible dans un autre? Ou est-ce que ça c'est pas partie de... Épreuve de force, épreuve de faiblesse, à moins que j'ai fait d'énormes erreurs, c'est complètement synonyme, puisque force et faiblesse sont... Si force vous gêne, je dis si force vous gêne, remplacé par faiblesse, parce que la plupart des gens sont bloqués sur ce texte en disant
pourquoi, mais moi je suis un physicien génial et vous dites que je suis plus fort que mes collègues, alors c'est pas vrai, regardez, je suis tout petit, et, eux ils sont très nombreux, moi j'ai une petite faiblesse, ok, d'accord. Ensuite vous avez la théorie mathématique pour vous, bon donc ça compte comme force aussi, donc vous êtes finalement, si vous gagnez, plus fort. Mais avec l'inconvénient évidemment, comme le disait Bruno, que ça définit toujours un plan d'immanence qui fait qu'on ne peut rien dire d'autre, sinon que celui qui gagne, gagne. Donc c'est la faiblesse de l'argument. Mais ça c'est ce qui est propre. C'est ce qui est propre au type à la pixelisation, disons, de la lumière. Donc il n'y a pas de différence entre force et faiblesse de ce point de vue-là. C'est un problème d'accommodation. Luc, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je vais faire un petit rappel historique, c'est que j'ai lu Réduction sur manuscrit en 82. Ah, c'est si vieux que ça. Oui. J'ai une très bonne mémoire des dates. Et c'était vraiment très très important pour nous parce que au fond, ce qui était très important, c'était l'ouverture que ça donnait. On sortait d'un monde hyper catégorisé, hein, qui était le monde du marxisme en gros, du Durkheimo, Weberot, marxisme, hyper catégorisé. Et donc là, ça ouvrait d'une part l'incertitude, ça permettait de réinsérer l'incertitude, et d'autre part de vraiment, un peu comme dans l'ethnométhodologie, mais de vraiment mettre l'accent sur la catégorisation en train de se faire à travers l'équivalence, et non pas sur des méga catégorisations imposées par les sociologues. Alors en même temps, je pense que c'est un livre très, très curieux parce qu'il est vraiment frontière entre les années 60-70 et les années 80-90. Parce que cette dimension-là est complètement en rupture avec les années 60-70. Par contre, demeure au fond dans le projet des années 60 le fait que c'est un livre critique, le fait que ça ne fait jamais appel tel que je l'ai compris, à la réflexivité, on va dire, d'acteur ou d'être humain. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un analyste ou un philosophe qui connaît le monde, mais qui ne fait pas ce qui pour nous était important, c'est-à-dire le pas de côté consistant à dire on ne dit rien du monde social, on fait la grammaire, on fait un pas de réflexivité de plus sur la réflexivité que les acteurs ont sur le monde. Et je me rappelle que quand je t'ai parlé la première fois du projet de la unification, ça me fait trop. J'ai dû dire des horreurs parce que. Tu fais référence à Kant parce que tu m'as dit, mais mon pauvre Luc, Kant et les conscients ont déjà fait ça il y a longtemps. Et donc, si tu veux, il y a bien de la même façon dans Irréduction un projet d'ontologie. Hein. C'est un projet d'ontologie et pas un projet de sociologie. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas l'idée que l'on va prendre au sérieux que les personnes, il n'y a pas de personnes, que les êtres ont des grammaires, qu'ils performent à l'aide de ces grammaires et qu'on va prendre au sérieux ces grammaires pour les modéliser. C'est pas tout à fait juste, puisque la différence même entre humain et non humain est laissée aux acteurs eux-mêmes. Il y a un très beau passage sur les poissons, sur le devenir arbre. Non? Je pense que comment dire. Mais en fait, c'est pas. Tu as raison. En tout cas, c'est pas du. Mais ça vous a apporté quelque chose. C'est quoi alors le anti-catégorie? Ah, parce que ça a apporté, si tu veux, c'est-à-dire que par sa violence, ça mettait à bas l'imposition catégorielle dont on avait fait l'objet depuis qu'on faisait de la socio. Mais l'ébranlement humain-non humain, ça t'a toujours laissé froid. Ah oui. Non, c'est intéressant parce que. Ça j'ai jamais pris ça au sérieux. Toujours maintenant, d'ailleurs, comme tu sais. C'est une préposition. Mais si tu veux, la position polémique, au fond, parce que la Cyril a complètement raison, c'est avant tout un livre critique, c'est avant tout de la philosophie critique. Et la position de philosophie critique était telle qu'elle nous débarrassait
des philosophies critiques dont on avait été abreuvé. Et qu'elle permettait de rouvrir un univers très incertain où ça redevenait intéressant de regarder ce que faisaient les gens. Même si, dans le type d'ontologie qui était décrit, il n'y avait pas de gens, et il y avait des choses qui se faisaient dans le plan d'immanence, mais évidemment sans acteurs pour les faire, ni réflexivité. Mais critique, dans la tradition critique, il y avait aussi l'affaire des humains. Et ça t'a jamais... Par exemple, je lis un passage que je trouve bien sur les arbres, moi. Quoi ? Et si nous supposions que les choses laissées à elles-mêmes ne manquent de rien? Cet arbre, par exemple, nommé par d'autres, Wellingtonia, mais il étend aussi loin que lui-même sa force et ses évaluations. Il remplit son monde de ses dieux d'écorce et de ses démons de sève. S'il manque de quelque chose, il y a peu de chances que ce soit de vous. Vous n'êtes pas le dieu des arbres, que je sache, vous les sieurs de bois. Il donne sa mesure, et en la donnant, il prend celle de toutes les autres forces qu'il accueille et interprète. Vous riez de ce que je lui accorde trop d'astuce. Oui, parce que vous pouvez l'abattre d'un grincement de scie mécanique. Mais ne riez pas trop. Il est plus vieux que vous. Vos pères l'ont fait parler bien avant que vous ne l'ayez fait taire. Bientôt, vous n'aurez plus peut-être d'essence pour votre scie. L'arbre debout, allié à ses frères du Carbonifère, pourrait bien vous déposséder pour un temps de votre force. Il n'a encore ni perdu ni gagné, car chacun définit le jeu et la mesure de la perte et du gain. Mais Bruno, c'est pas mal, ça. Je crois que ça ressemble quand même beaucoup à du Deleuze, comme on entend Spinoza. C'est bien mieux écrit que Deleuze, d'abord. Quoi ? C'est bien mieux écrit que Deleuze. Il y a mieux, c'est très supérieur, mais ça ressemble. Et moi, je crois au principe anthropique en sociologie. C'est-à-dire que je crois que les humains ne s'intéressent qu'aux humains. Oui, je sais. Certains humains ne s'intéressent qu'aux humains. Il serait écrasé 10 fois pour aller renifler une crotte de chien qui l'intéresse. Il ne s'intéresse qu'aux chiens. Et je pense que les humains... Non, à moi aussi, ça s'intéresse beaucoup à moi, ton chien. Et que les arbres, ils font semblant quelquefois de s'intéresser aux arbres, aux chiens, mais ça ne les intéresse qu'en tant qu'humains, et que par rapport à d'autres humains. Donc, si tu veux, je n'ai jamais cru à... Non, ça, je sais que tu n'y as pas cru, mais c'est quand même... Mais précisément, parmi les choses auxquelles nous tenons, il y a cette différence humaine-animale. Donc certains d'entre nous, ils tiennent plus que d'autres, oui. Est-ce que tu la récupères maintenant ? Est-ce que tu lui donnes une dignité ou est-ce qu'elle reste... Oui, elle a une dignité, mais vraiment très retravaillée. Très retravaillée. Il n'y a pas de... Disons de... Il n'y a pas le domaine... C'est pas des domaines, donc c'est des prépositions. Ouais. Le respect pour les... La préposition, ça veut dire c'est la préparation de... How to get what is coming next. C'est ça chez Austin, d'ailleurs. C'est la force illocutoire, finalement. Chez illocutoire, c'est très frappant chez Austin. C'est très précisément défini. C'est l'enregistrement, enfin la préparation de comment il faut entendre ce qui vient le coup d'après. Si je vous dis je vous aime, on anticipe quand même le. Combien ça coûte si je réponds combien ça coûte, ça marche. Ouais. Donc de ce point de vue-là, on retrouve comme mode d'analyse des erreurs de catégorie qui sont tout à fait proches du GSPM, mais dans lequel, la retenue éminemment scientifique du GSPM pour ne pas s'engager dans les questions ontologiques me paraît superflue, parce que précisément ce sont les questions ontologiques qui manifestent ces êtres et ces questions. Donc, mais ça c'est peut-être un problème simplement d'intérêt, mais le type de préposition, en tout cas dans l'empirisme radical qui est celui de James, c'est du monde dont il est question. Et donc, il doit y avoir des tas de façons de retravailler la notion d'humain. Mais ça, c'est pas là où on a été le meilleur, il faut quand même le reconnaître. En particulier en anthropologie, on ne peut pas dire que la grande différence nature-culture qui est pourtant au fondement de cette différence, ait été d'une politesse extrême dans nos contacts avec les autres. Donc, l'attachement qu'on a pour l'humanisme comme, disons, élément de présentation de soi, c'est pas sûr que ça soit encore quand même aussi important dans ce projet-là. S'il s'agit de se représenter poliment, c'est une exigence très forte, parce que ça veut dire qu'on soit capable de dire ce à quoi on tient. Alors, évidemment, on tient la différence humaine de l'humain, mais comment on y tient ? On l'a montré bien des fois. Dans le cas des techniques, par exemple, c'est pas si simple. Dans le cas des sciences non plus. Donc, peut-être qu'il faut retravailler aussi cette question de disons, de l'équipement de ce qui nous intéresse dans l'humain. Ça, c'est une question importante. Denis ? Oui, pour te faire, on sait très peu de choses de ta nouvelle ontologie, mais
Donc c'est difficile. Mais en prenant 12 choses auxquelles on tient, est-ce que c'est pas la tradition qui revient? Est-ce que c'est pas la même chose que la tradition? Dire 12 choses auxquelles on tient. Est-ce qu'on fait parvenir en quelque sorte la tradition? C'est la remarque de Luc qui me faisait penser. Donc, tu vas conférer de l'ontologie aux êtres. Donc, les êtres juridiques, par exemple, c'est des êtres du code civil. Et le code civil, il fait tout le temps la différence entre l'humain et l'humain. Celle-là est drôlement différente des autres. Oui. Non, mais je veux dire, il le fait d'une. Voilà, donc de là est ma question. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en se présentant poliment aux autres que de dire on tient à notre tradition? Le problème, c'est que les modernes ne savent pas quelle est leur tradition. C'est ça la difficulté. Oui, je suis bien d'accord. Non, mais d'abord, la tradition, moi, je suis un traditionnaliste. J'aimerais savoir ce que j'enseigne à mes enfants, disons. Étant d'une génération sacrifiée de ce point de vue-là, puisque la rupture du principe généalogique, comme dirait Legendre. Donc, la question, c'est que les modernes, ils transmettent quoi? Le modernisme ou ce qu'ils n'ont jamais été? C'est ça le problème. C'est quoi hériter des modernes? Par exemple, est-ce que c'est hérité de la science? Oui, mais la science de Bachelard ou de la science de Galison? Pour prendre deux exemples, disons. Donc, le problème, c'est que pour faire ce travail d'héritage, de tradition, il faut savoir de quoi on hérite. Et si on n'a jamais été moderne, il faut répondre à la question de quoi, donc qu'est-ce que nous avons été et quelle est notre tradition? Donc, évidemment, là où je le vois le plus clairement, c'est sur le cas de la science, puisque c'est là que j'ai travaillé le plus, mais hériter de la science de M. Bachelard, ou hériter de la science de mes collègues Schaffer, etc., c'est pas du tout le même héritage. Mais hériter du code Napoléon, pareil. Ah bah, hériter du droit tel que je l'ai décrit dans le... Comme pas le code Napoléon que tu as décrit. Non, bah, oui, je sais, c'est le contraire, presque le contraire. Mais moi, je suis très content d'hériter du code Napoléon. Mais hériter du droit, c'est pas. On hérite de qui quand on fait du droit? On hérite de quelle scène? C'est pas du tout pareil. Où est-ce qu'on hérite? On hérite du droit naturel? Probablement pas. Donc, si tu veux, pour chaque sujet important où on veut hériter, je crois que c'est le problème dont le genre a fait une fantasmagorie lacanienne, mais qui reste quand même très important. Le principe généalogique de l'héritage se fonde ne peut pas ne pas avoir son anthropologie pour savoir de quoi nous héritons. Parce que on sait bien que toutes les traditions sont inventées, mais il ne faut pas les inventer complètement. Il faut savoir aussi revenir sur le passé du moderne. Pour dire, ah, d'accord, okay. Sur les sciences, ce que vous voulez, c'est que ça ne se confonde pas avec la politique. D'accord, ok. La politique est en elle-même un énorme problème, comme nous le savons. Donc là, j'ai pas mal travaillé sur cette question de qu'est-ce que c'est que d'hériter des sciences sans hériter des sciences modernes, la définition moderniste des sciences. Les techniques, par exemple, c'est un sujet dont on ne parle jamais, mais c'est pas facile d'hériter des techniques. C'est quoi, hériter des techniques modernes? Ça demande un retravail complet de la notion de technique. J'ai essayé de faire un petit peu aussi. Hériter du christianisme, c'est un problème fondamental pour moi. C'est pas du tout facile de savoir ce que c'est qu'hériter du christianisme. Nous le savons par... c'est une drôle de chose d'hériter du christianisme. Parce que c'est pas Bénédicte XIV ou XVI, je ne sais plus combien, 16, qui va nous aider. Tellement. Donc, la question de la tradition doit être, à mon avis, complètement reprise. Au lieu de dire que c'est traditionnel, il faut dire, oui, bien sûr, c'est traditionnel, parce qu'il faut bien énoncer et faire passer le bébé. Mais de quelle tradition sont les modernes? Or, je crois que les modernes sont en quelque sorte le cauchemar, ce serait de dire que nous sommes des postmodernes. T'imagines d'hériter des postmodernes? Tu imagines de dire votre héritage, mes chers enfants, c'est Baudrillard, plus M. Lyotard, plus un peu de Deleuze, plus un peu d'art contemporain, plus Hirschhorn, plus Buren. Vous héritez de Baudrillard et de Buren, et c'est ça votre tradition, t'imagines ça le problème? Donc quand même, ça veut dire donc forcément, si on n'a jamais été moderne... C'est pas mauvais d'hériter de Buren. Ah oui, du point de vue financier. Vous pouvez parler de votre rapport avec l'art contemporain et de votre pratique depuis votre exposition? Sans avocat. Sans avocat? Non, mais moi je suis devenu commissaire d'exposition, mais pour des raisons tout à fait, enfin, pas vraiment liées à l'art contemporain. Je voulais mettre en 3D, moi. Je voulais explorer le 3D. Donc il se trouve que j'ai rencontré beaucoup d'artistes contemporains et que j'en ai trouvé quelques-uns de très bons et beaucoup de très mauvais, mais
c'est pas vraiment sur l'art contemporain. Je n'ai pas d'expérience de l'art contemporain. J'ai fait des expositions, mais pas des expositions d'art contemporain, sur des expositions de pensée. Donc c'est plutôt documentaire, je dirais. C'est comme un documentaire, mais dont le modèle est l'exposition. C'est ça que vous essayez de me... Donc l'art contemporain, je l'ai trouvé par la bande parce que j'ai rencontré d'admirables artistes, mais j'ai pas vraiment d'expérience de l'art contemporain. Ça m'intéresse pas énormément, je veux dire, l'art contemporain. J'ai pas trouvé, je cherche à sélectionner ceux avec qui je peux avancer dans mes affaires, mais je crois que je peux rien dire d'intéressant sur l'art contemporain. Luc ? Et Bruno, ce que je ne comprends pas, moi j'ai lu une ébauche des régimes d'énonciation il y a longtemps, et donc je ne connais pas bien le projet. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es tellement farouchement anti-structuraliste, alors que tu reviens en passant des réseaux à ce projet-là, vers une sorte de structuralisme. Par exemple, avec la justification, j'ai toujours assumé que c'était en partie structuraliste, et c'est pour ça que quand on dit que je fais de la sociologie pragmatique, je dirais pragmatique et structuraliste. Si tu veux. Donc ce qui m'intéresse, et ça c'est vraiment dans le projet de base, qui n'est pas avec une méthodologie, et réduction c'est bien un projet structuraliste, puisque tu vas avoir des mondes différents, et que tu vas pouvoir repérer des fautes j'allais dire de grammaire, excuse-moi, mais des fautes d'épreuve d'un monde à l'autre. Ah, mais il y a quelque chose comme du structuralisme. J'ai dit, la méthode d'extraction des différences ressemble beaucoup au GSPM. Oui, c'est donc GSPM plus ontologie. Tu fais donc bien un genre de retour vers le structuralisme. Bah, c'est le structuralisme. Tu me reproches violemment. Non, mais attends, il faut le faire bien ou il faut le faire mal. Le problème du structuralisme, c'est pas du tout là que je situe la difficulté. Si c'est de faire des fiches Bristol, je veux dire, tout le monde fait des fiches Bristol ou des tableaux Excel, ça dépend de vos méthodes. Si c'est ça le structuralisme, il n'y a pas de gens qui ne sont pas structuralistes qui font des enquêtes. Tout le monde est structuraliste. Le problème, c'est de savoir. C'est pas vrai, une réduction, c'est pas structuraliste, du tout. Non, enfin, je reconnais que c'est pas structuraliste, oui. Sauf que les fiches Bristol, il y a quand même. Le premier parti c'est fait avec des fiches Bristol. Je le signale parce que c'est quand même intéressant du point de vue de l'histoire des techniques. C'est avant l'ordinateur, je le signale. Bien qu'il ait été envoyé par ordinateur pour la première fois en France. Donc, le structuralisme, la difficulté, c'est pas du tout là où il se situe, c'est que c'est dans la position des catégories du sujet. C'est le rapport avec l'ontologie où ça va pas. Le structuralisme, c'est pas du tout le fait de faire des différences. C'est le fait de transformer ces différences en une, comme tu disais, d'ailleurs, une phrase tout à fait intéressante, l'imposition de l'ontologie à des êtres. C'est pas nous qui imposons des ontologies à des êtres, c'est des êtres qui nous imposent des ontologies, c'est pas du tout pareil. Sur ça, c'est pas une position ontologique. Donc, la difficulté disons, c'est la position que moi j'appelle kantienne, parce que c'est quand même, je viens de me retaper les trois critiques les unes derrière les autres, c'est quand même de là que vient le vocabulaire général, c'est-à-dire, disons, vade retro satanas, les objets ne sont pas là, plus nous sommes éloignés des objets, plus nous imposons des catégories qui sont exactes. C'est la révolution copernicienne. En ce sens-là, il n'y a pas de projet moins structuraliste. Mais si c'est de faire des différences et de repérer des grammaires, je suis prêt même à utiliser la notion de grammaire. J'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme Austin, que j'avais jamais vraiment lu attentivement, je veux dire, à cause de son caractère affreusement bricolé et de son charme bafouillant, qui est tout à fait étonnant, et surtout du fait que on détecte très bien en négatif dans les endroits, les modes de classification, la présence de types d'êtres dont il se garde comme un bon linguiste. Donc, une question sur irréduction, je l'ai présenté comme une philosophie critique. Est-ce que tu admettrais l'idée de présenter ton projet actuel comme une philosophie, une sociologie qu'on pourrait dire conservatrice, mais non pas dans un sens péjoratif auquel on est habitué, dans un sens assez nouveau qui consistera à dire qu'il s'agit de défendre un patrimoine de régimes d'énonciation qui nous ont été légués. Et à ce moment-là, il y avait dans les réductions, il y avait une phrase, il y avait un énoncé qui était « tout est négocié ». Mais si on passe à une philosophie conservatrice, ça veut dire que tout n'est pas négociable. Donc, est-ce que tu, oui. Par rapport à ça, quel est le point d'arrêt de la négociation? Est-ce qu'on admet quand même des négociations? Quelle est la part? Est-ce qu'il y a du non négociable?
Ou est-ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on sait donc, ça voudrait dire qu'on sait à l'avance ce que contiennent les choses? C'est un conservateur, d'abord, Bruno Carcenti m'a fait lire, ou beaucoup de gens tout à fait conservateurs, donc je prends maintenant le terme positif, n'est-ce pas? C'est dans le sens que c'était pas... il fallait un certain courage pour ramener tous ces conservateurs, genre Comte de Bonald, etc., tous ces vieux réacs, et leur donner un sens positif qui va très bien avec tradition. Donc ça ne me gêne pas affreusement, même s'il ne faut pas le répéter quand même, parce que nous vivons des temps, au contraire, où le mot conservateur n'est pas formidablement... la compagnie n'est pas forcément agréable. Négociation, certainement, enfin, c'est un des éléments propres à la notion d'irréduction, mais c'est dans son régime, c'est-à-dire pixelisé, tu rajoutes un pixel, ça change d'image. Donc là, la négociation, ça va très bien. Mais dans le sens de ce que j'ai dit, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à vos questions, parce que vous me faites passer d'un livre que j'ai écrit il y a 30 ans avec un livre que je n'ai pas écrit. Donc, on aurait pu parler de ce que j'ai écrit entre-temps. Là, j'aurais pu me défendre un peu plus sérieusement, mais donc, on anticipe des objections. La grande difficulté de la notion d'énonciation, mais sa qualité, c'est de reformuler complètement ce que tu appelles le point d'extériorité. Parce que c'est une transcendance, l'énonciation, on sait très bien, c'est même comme ça que ça a été inventé d'abord par Benveniste, puis les autres. C'est une transcendance qui a comme particularité d'être complètement à l'intérieur de ces énoncés. C'est ce que les énoncés laissent entendre de ce qui les fait envoyer, pour prendre la définition, disons, canonique, qui n'est d'ailleurs dans mon affaire qu'une des énonciations, qui est l'énoncé de fiction, qui est tout à fait particulière, qui a des contraintes très très précises. Mais comme c'est là où ça s'est figuré très vite grâce au travail des sémioticiens et des linguistes, le mot énonciation est attaché, disons, à ce genre d'affaires. Donc, ce sont de drôles d'extériorité. C'est pas des fondements, de nouveau. Donc là, c'est compatible avec ça. C'est pas du potentiel qui va être réalisé par l'énoncé. L'énoncé ne réalise pas le potentiel de l'énonciation. L'énonciation, c'est la force illocutoire, en quelque sorte. C'est la façon dont il faut entendre ce qui vient après. Et donc, c'est la clé de musique, en un certain sens aussi. C'est « Ah, on vous dit ça, donc... » Et c'est pas forcément dit, naturellement. La preuve, c'est que la grande énonciation, celle de Whitehead, c'est pas de la parole, mais des êtres. C'est comment, au fond, comment il faut accepter la tradition, enfin, transporter la tradition, je ne sais pas comment dire. Donc le mot tradition lui-même est évidemment un grand mot de théorie des énonciations. Donc il va falloir, au fond, si tu me poses venant de toi, c'est une question qui m'éclaire beaucoup, je veux dire, parce que ces points d'extériorité, ils ne sont pas en dehors du plan des manances. Ils ne sont pas un territoire au milieu des autres, comme s'il y avait les grands territoires. Ils sont dans l'énoncé, dans le vecteur de l'énoncé. La flèche, comme si on écrivait une ligne et qu'on mette une flèche, c'est la flèche qui est le point de transcendance, disons. Donc c'est pas du tout un potentiel, c'est pas un fondement, c'est pour ça que la métaphore des prépositions est pas mal. C'est des tout ce que vous allez suivre après à travers, ça engage tout ce qui va suivre, mais ça n'est pas résumable dans à travers. Il n'y a pas de domaine du à travers. Et à travers, ça dit bien quelque chose sur. Quelle va être la place laissée à l'inventivité? Est-ce que tout déplacement va être immédiatement qualifié d'erreur? Est-ce qu'il y aura la place pour de l'inventivité? Pourquoi tu veux qu'il n'y ait pas de place pour l'inventivité? Je ne sais pas s'il y a une... Si ce n'est pas des fondements. Si c'est une flèche, elle est quand même... il n'y en a qu'une, quoi. Il y en a qu'une pour ce... question, hein. Il y en a qu'une... Si je te dis est-ce que tu m'aimes et que tu réponds passe-moi le sel, ça va donner le... Ça engage le coup d'après, ça engage la grille de décodage du coup d'après, disons. C'est une drôle de forme d'extériorité. Donc ça ne va pas satisfaire le grande demande pour la transcendance, ça c'est sûr, mais ça va donner du sel, ou des couleurs en tout cas, à la théorie d'acteur-réseau, dont le livre paraît dans 15 jours, je vous le signale, vous pouvez l'acheter. En tout cas, merci beaucoup à Bruno et à vous tous pour ce séminaire.
qui se termine donc. Et tu notes? Tu donnes des notes? Je donne pas de notes, non. Non, non. Non, parce que ça doit être Aux grave. intervenants. Je donne une note.